Mais qu'est-ce que c'est jouissif de voir ton meuble que tu as créé qui part chez un client aux US, au Canada, au Sénégal, en Pologne, un peu partout, quoi. C'est quoi l'ampleur d'Axel Shea aujourd'hui en termes de produits, de distribution? On n'a pas fait d'école de design. Axel s'est créé dans un premier temps seul, il est complètement autodidacte. On n'est pas obligé de passer par des schémas traditionnels pour arriver à percer dans le design. Vous rêviez de faire ce métier ou non? Parce que là, école de commerce... Non, moi, oui. non, elle oui. Ouais. Avant d'être designer, on est entrepreneur. Comment tout ça a commencé? Et comment vous êtes rencontrés? Et nous, comme deux couillons qui sortent d'école de commerce, on se dit allez c'est bon, on va monter un studio de design. Pour nous, le design, ça doit être facile. Nous on le pense niveau esthétique. On n'est pas artiste. Artiste, c'est une forme d'élitisme. Artiste, c'est clivant. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est le biais des écoles de commerce où il faut tout écrire avant de se lancer. Exactement. Oui, qui te dit qu'il faut aller lever des fonds. Hyper en spontanéité. Exactement, on a même cherché à lever des fonds. Ok, n'importe quoi. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est vraiment ce passage de cette exposition jusqu'à quelque chose de plus d'une vraie marque en fait. Le décès de mon papa, du coup, on a des sous. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent au lieu de dépenser dans les faire les cours en boîte de nuit? On l'investit, on le laisse sur une boîte et on achète ce bâtiment pour travailler et faire prospérer l'entreprise familiale. Ne pas chercher à aller trop loin et à bien maîtriser les notions économiques, pas chercher à avoir trop d'employés et ne pas avoir trop de stock, ne pas prendre un lieu trop grand, ne pas chercher à avoir une boutique. Mais si j'ai envie de me lancer dans le design, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Comment le faire? Déjà, il faut faire, il faut arrêter de penser, juste penser, il faut les faire les objets. Franchement, les erreurs, c'est bien de faire des erreurs. Il faut faire. Mais si tu fais pas d'erreurs, c'est que t'as rien fait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Mélissa et Axel Shea. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. En général, c'est plus souvent Axel et Mélissa, mais... Ouais, t'as vu? Fais Merci. attention. Mélissa et Axel Shea. Je suis ravi de vous interviewer. Ça fait longtemps, on s'était croisés, je me rappelle, Axel, il y a quelques temps. C'était justement au Rose. Comment elle s'appelle déjà? Laure. Il y a 3 ans, non? Ouais, il y a 3 ans, quand on avait fait un truc avec Réunis et Azur. Exactement. Ça date, ça passe beaucoup trop vite. Je viens pas suffisamment souvent à Marseille, et donc là on est à Marseille, et on est chez vous, à l'Estac, c'est ça? Non, quartier Nord. On n'est pas vraiment à l'Estac, On est à la Canale. entre l'Estac et Marseille. D'accord, Ouais. et on est chez vous. On est chez nous. Ouais, trop bien. Alors, qui êtes-vous? Comment vous présentez au monde là, quand on vous demande de vous présenter? On fait au plus simple. Putain, il a encore niqué mon cadrage. C'est pas possible. Ouais, ça va, c'est bon. Ça a fait un peu tremblant. Tout simplement designer. Designer, si les gens ne comprennent pas forcément, on dit qu'on fait des objets, du meuble, du luminaire. Ouais. Parce que designer, c'est assez large. Tu peux être designer automobile, designer de fringues. À Paris, ils te disent designer, ils comprennent, mais à Marseille, ils comprennent pas. Ça va. Ça commence. Marseille, ça va encore. C'est après aux alentours. Ouais. Non, je rigole. Mais non, on fait des meubles et du luminaire. Très bien. Et Mélissa aussi. Mélissa aussi. Non, mais c'est depuis aussi quelques temps. On intègre donc notre design dans des univers. Et moi, j'aime bien penser des lieux, pas uniquement pour des personnes ou pour des commandes, mais des univers sur nos différents projets. Donc moi, je me présente plus en direction artistique. Ouais, direction artistique, archi d'intérieur. Pas archi d'intérieur parce que on va plus penser l'expérience, l'univers, l'histoire. Après, voilà, on n'est pas archi. Donc après, on s'entoure d'archi sur les projets. Mais c'est plus le storytelling, aller chercher les matériaux et raconter et transmettre des émotions dans une création, quoi. Très bien. C'est Studio Axel Shea, c'est ça? Non, c'est pas studio, Non, c'est Axel Shea. Axel Shea tout, Comme tout une, court. Ok. Presque comme Donc, une marque. le nom de l'entité, le nom de la marque, grosso modo. Pour donner un petit peu envie aux gens qui nous écoutent de rester jusqu'à la fin de cet épisode, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre, et deuxième chose, c'est quoi l'ampleur d'Axel Shea aujourd'hui en termes de produits, de distribution, d'ADN, etc., de nombre de gens qui bossent avec vous. Donnez un peu la grande picture, quoi, the big picture. Déjà, peut-être qu'on va rigoler un peu. Non, c'est que nous, c'est un métier où on prend vraiment beaucoup de plaisir. Et il faut toujours essayer de prendre un peu de recul. Et on a beaucoup de chance de faire un métier où on kiffe vraiment ce qu'on fait. Franchement, c'est top. On a constamment des nouveaux projets qui arrivent, qui sont hyper motivants, hyper enrichissants, où on se remet en question. C'est déjà beaucoup de plaisir. Vous kiffez. Vraiment, c'est vraiment du plaisir. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus.
de la notion de plaisir. Ensuite, l'ampleur, pareil, on a beaucoup de chance, on arrive à vendre partout. Ouais. C'est assez vaste. On vend pas mal en France et aussi beaucoup à l'étranger. Et ça, je reparle encore de notion de plaisir, mais qu'est-ce que c'est jouissif de voir ton meuble que tu as créé qui part chez un client aux US, au Canada, au Sénégal, en Pologne, un peu partout, quoi. Et c'est très agréable, ça, comme sensation de voir que ça aboutit quelque part et que c'est vraiment quelque chose d'ultra concret qui va finir chez l'intérieur, qui va aller habiller, et au final, il y a une petite partie de toi qui va être... chez les autres, quoi. À l'autre bout du monde. Après, ce qu'on va apprendre, c'est qu'on n'a pas un schéma qui est traditionnel. On n'a pas fait d'école de design. On s'est créé... Axel s'est créé dans un premier temps, on va en parler, mais je suis arrivée après, mais seul, il est complètement autodidacte. Ouais. Et au niveau du business, ça a été hyper organique. Maintenant, on commence à penser stratégie, mais au départ, tout s'est passé dans une fluidité qui est assez incroyable. Et comment Axel Shea a pris de l'ampleur, ça s'est fait en fait hyper naturellement. C'est ça aussi qu'on va vous expliquer, c'est comment on a réussi à vendre aux US, aujourd'hui par qui on est distribué, ce qu'on cherche, où on veut aller maintenant. C'est hyper... je vais pas dire que c'est pas réfléchi, mais en tout cas c'est très spontané et c'est grâce à des opportunités, beaucoup d'opportunités, des rencontres, et qu'on n'est pas obligé de passer par des schémas traditionnels pour arriver à percer dans le design. Et aujourd'hui, vous êtes dans quelle partie du monde du design vous vous positionnez? Parce que le design, il y a souvent... maintenant, c'est très catégorisé. C'est vrai qu'il y a... collectible. Après, moi, j'aime pas trop tous ces termes, comme un peu tout, ça te met dans des cases. Moi, je suis pas forcément... S'il y en a qui veulent l'appeler comme ça, tant mieux. Mais justement, on essaye de rentrer dans... Aucune case. Enfin, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, on n'essaye pas de rentrer dans une case. Donc, on fait des choses très grand public, de manière spontanée. On vend des objets qui sont pas l'ultra haut de gamme, mais qui est dans l'entre-deux, qui est de l'haut de gamme pour la France. Après, pour l'étranger, déjà, je ne suis pas en haut de gamme. Comme on est le tiers-monde maintenant. Exactement. On est pas cher. En fait, il y a des choses, on a une gamme de produits, et en fait, j'ai pas envie de me limiter à dire, ah non, moi, je fais que des produits au-dessus de tant de milliers d'euros, ou que des pièces uniques. On fait de plus en plus de pièces uniques, de belles pièces, de produits sur mesure. Et en même temps, j'ai pas envie de renier toutes les pièces qu'on vend, qui sont assez populaires et qui se vendent et qui me font plaisir parce qu'on rentre chez les gens. Et aussi, il y a ce côté, je te dis aussi, comment tu dis, comme on fait des collabs qui sont momentanés, et là, tu peux te permettre de faire des choses encore plus accessibles, comme il y a eu avec Monoprix, des choses comme ça, quoi. Donc, et puis en réalité... c'est surtout avec ces collaborations, on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites. Et on utilise des matériaux qu'on aurait peut-être pas utilisés ou qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, en fait, ça nous pousse encore à être encore plus créatifs. Et c'est super intéressant. Et c'est le métier de designer, si tu veux. On n'est pas artiste. Artiste, c'est une forme d'élitisme. Artiste, c'est clivant. Tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des notions d'esthétique qui sont plus ou moins poussées. Designer, pour moi, le design, ça va être quelque chose qui est quand même assez populaire et qui plaît. Après, il y a des choses plus artistiques, donc qui sont au premier regard, qui sont pas forcément accessibles. Mais pour nous, le design, ça doit être facile. Et nous, on le pense niveau esthétique. On pense le design esthétique. Oui, il y a des notions de confort, des notions techniques, bien évidemment. Mais vraiment, en fait, c'est que quand tu te demandais, quand tu te catégorises, c'est vraiment, nous, on veut quelque chose qui soit visuellement accessible. On ne cherche pas à faire un truc ultra compliqué, ultra sophistiqué, de faire de la pièce unique pour faire de la pièce unique. Il y a des pièces, parce qu'elles se portent à être une pièce unique, mais ce n'est pas l'objectif. Bon, alors comment tout ça a commencé? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Et comment vous êtes rencontrés? Mais bon, chacun... C'est une longue histoire, ça. On est un vieux couple. Pour longtemps, on a un vieux couple. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 16 ans. 16 ans. C'est beau, bravo. Et 2 enfants, 16 ans. 2 enfants, une boîte. 16 ans, mariés, une boîte. C'est bien. Et voilà. On s'amuse, on rigole. Et vous êtes d'ici? Vous avez... moi, je suis né à Nîmes. Ok. Moi, je suis né à Montélimar. D'accord. Et moi, je suis arrivé en banlieue marseillaise, si tu veux, Côte-Bleue, à l'âge de 11 ans. Ok.
On s'est rencontrés du coup en école de commerce à 18 ans. Ouais. On était dans une école de commerce à Lyon. Et vous rêviez de faire ce métier ou non? Parce que là, école de commerce... Non, moi oui. Non, elle oui. Ouais. Moi oui, au lycée, je voulais faire des études de design, parce que je voulais être designer. Je ne connaissais pas. Mes parents m'avaient dit, tu sais, c'est difficile de percer, c'est un métier qui est difficile, tu devrais faire des études de commerce, comme ça t'ouvre les portes de tout, etc. Bon. Je suis allée en école de commerce. Ce qui est vrai et pas vrai en même temps. Au final, je trouve ça génial parce que ça m'a permis d'acquérir des notions de base, de rencontrer des gens, de me créer des expériences et de rencontrer ton mari. De rencontrer mon mari. De me structurer et tu vois, au niveau business maintenant, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que je faisais de la direction artistique, mais je gère toute la partie financière aussi. Et avec Axel, la partie business, mais je suis la personne quand même dans l'entreprise qui structure la boîte. Donc du coup, personne sérieuse un peu. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que l'école de commerce, elle t'apprend un cadre en fait, et elle te permet de faire des stages, de partir à l'étranger, de t'ouvrir. Elle te permet de savoir en fait faire tout et rien à la fois, ce qui est pas mal dans notre métier parce qu'en fait, tu dois faire tout. Quand tu fais de la gestion d'entreprise, tu gères tout en fait. Et apprendre à parler, à s'exprimer, à devoir un minimum des bases d'anglais, des minimums de Excel, des minimums de réseaux sociaux, un peu de tout, de présentation, de médias. Ouais. Et en fait, cette base-là, qui est propre à l'école de commerce, qui est très large, c'est pas mal qu'entre entrepreneurs, quoi. En tout cas, parce qu'en fait, avant d'être designer, on est entrepreneur. Bien sûr. Okay. Donc du coup, moi j'ai toujours été férue de design. Okay. Quand j'ai rencontré Axel, à la base t'étais pas parti pour faire ça. Non. Et puis, tu veux parler de Nova Objecta, peut-être de rencontre avec Marwan? Oui, on peut. Ouais, moi, on fait l'école de commerce. Moi, après l'école de commerce, je sais toujours pas quoi faire de ma vie, donc je fais un MBA à Londres. Mais t'as pas d'envie particulière? Pas vraiment. En fait, j'avais mon père qui avait une société de construction métallique. Ok. Je savais pas trop si j'avais envie de reprendre la boîte, bosser avec lui et tout. J'ai déjà bossé avec lui sur chantier. Mais c'est quoi? Il faisait des portails, non, plutôt des bâtiments. Il construisait des bâtiments en charpente métallique. Ok. En fait, il y a quand même un truc du métal au sens large. Et avant mon père, il y a quand même 4 générations de charrons maréchal Ferrand. Donc travail du fer, de l'acier. Ok. Donc de l'acier, pas de l'aluminium. Le fer vient des ancêtres, quoi. Et si tu veux, le grand-père, donc le père de mon père, était au début charron, et après, au bout d'un moment, charron, t'as de moins en moins de boulot parce que charron, c'est les roues des charrettes. D'accord. Et après, avec la voiture, l'automobile, l'industrie, ça a quand même changé. Donc lui, quand tu travailles à l'époque, le métier le plus proche, c'était aller travailler la charpente. Et donc le grand-père était charpentier, et mon père a reproduit le même schéma. D'accord. Lui aussi était charpentier. Charpentier métallique. D'accord. Incroyable. Ok. Et donc, tu sais, t'as pas trop envie de reprendre le Pas trop envie, en fait, pas trop, parce que je me rends compte que je suis pas, en fait, je croyais que c'était un businessman, mais je suis pas un businessman, que son métier, il est quand même dur, il me passionne pas, j'avais envie quand même de faire un truc dans l'esthétique, et c'est vrai que j'étais pas ultra fier de faire ça, même si c'est beau, mais c'était beaucoup dans l'exécution d'archi, quoi. Tu exécutes, et puis... Là, t'exécutes le rêve de quelqu'un d'autre, ou en tout cas la vision de quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, tu t'exprimes pas forcément. Et je me suis rendu compte de ça aussi. Mon père, je pense, ça lui manquait. Il a un côté très artistique, très créatif. Très créa. Et il a jamais pu s'exprimer, lui. Mais en gros, voilà. Donc, je fais une école de commerce, MBA, parce que je sais toujours pas quoi faire. Pendant le MBA, avec un ami qu'on a rencontré en première année d'école, qui est Marwan, qui est toujours notre ami, on se dit qu'on veut faire du meuble. Parce qu'on voit mon frère qui est artiste, qui fait un peu de la sculpture, plein de choses. Et lui, il fait des genres de meubles sculptures, très Jude. Donald Judd. Bam. Et on se dit, putain, mais ça c'est trop bien. Hein. Ça n'existe pas sur le marché, on va faire ça. Bon. Donc ça vient un peu du frère qui travaille avec nous, on y reviendra. Ouais. Et nous, comme deux couillons qui sortent d'école de commerce, on se dit, allez, c'est bon, on va monter un studio de design, tu vois. Donc on fait un beau catalogue. Un business plan, tout ça, quoi. Business plan et tout le truc, on pense que ça. De Nasbrock. En n'ayant aucune connaissance du marché. Oui. Et très peu de culture design. La culture design est venue bien après. Donc on fait des choses comme ça, mais sans avoir digéré tout l'historique du design. Donc c'était pas du tout... C'était pas mauvais, par contre, vous appliquiez un peu ce qu'on avait appris en école de commerce. Ouais. Et alors, ce qui n'était pas spécialement... Ça marchait pas, en fait. On voulait faire genre de l'ultra haut de gamme, alors qu'on n'a pas de référence, on n'avait pas la légitimité pour faire des meubles très chers, des meubles de galerie, tu vois, des pièces uniques à 8 exemplaires. Et en plus, c'était pas les bonnes envies du moment, c'était des meubles très raides, C'est radical. Très radical, très géométrique, noir, bas, malu.
Et c'était pas adapté au marché, quoi. Et en plus, on n'avait pas le truc. Donc, on a quand même galéré pendant 6-7 ans à faire un peu 6-7 ans. Un peu d'exécution pour les archis, on faisait un peu des cadeaux, je faisais un peu des petits escaliers pour les archis, des petites structures et tout. Ah, vous êtes fait chier. Et on galérait quand même. C'était dur. C'était dur parce que tu te remets en question, tu dis, en fait, vous avez jamais bossé pour qui que ce soit, hein. Vous avez toujours... Toi, t'as bossé un peu. Moi, j'ai à côté, c'est pas qu'il travaillait pas. Elle ramenait l'oseille. Ouais. Exactement. Moi, je travaillais à côté. J'ai eu du coup une vie avant Axel Shea. J'ai été à Paris en agence de communication spécialisée dans le luxe. On travaillait pour des marques de cosmétiques, de maroquinerie. Donc ça m'a vraiment cadré et appris vraiment à travailler justement avec des directeurs de création, des directeurs artistiques, des graphistes. Donc j'ai aiguisé mon œil sur toute cette partie qui me sert aujourd'hui dans tous nos outils de communication, etc. Et après, je suis partie, quand il est rentré de Londres de son MBA, moi, je suis partie à Londres chez Christie's. J'ai fait un certificat en business de l'art, parce que j'étais toujours côté art, design, etc. J'ai fait un entretien chez Carpenter Workshop. Je m'y voyais, mais... À 200%. Ouais, à 200%, vivre à Londres. Puis l'amour m'a fait revenir à Marseille. D'accord. Vous étiez déjà ensemble à l'époque ? Ouais. Donc à distance, c'était cool. Non, mais on a vécu, distance, et après, où on galérait, je galérais, que j'avais pas de thunes, comme ça marchait pas. C'était quoi, 2015 ? Je suis rentrée en 2015 en France. On s'est installés vraiment tous les deux à Marseille. Juste, pourquoi Carpenter, ça fait rêver ? À l'époque, quand j'étais chez Christie's dans le marché de l'art, c'était pour moi la galerie dans laquelle il fallait commencer et faire ses armes. Ok, donc là tu rentres à Marseille. Donc là je rentre à Marseille et je travaille et je rentre chez Archic, c'est une agence immobilière, un cabinet d'architecture. Et j'ai travaillé 8 ans chez eux. Donc au tout début quand ils ont lancé la boîte, et je suis passée par tous les postes. J'ai été commerciale, j'ai été au marketing, à la com, au RP, au partenariat, à l'événementiel. Donc j'ai un peu touché à tout, et c'était hyper enrichissant. Je me suis éclatée. J'ai vu des maisons de rêve, c'était très chouette. Et notamment j'ai aiguisé mon œil côté architecture. Et du coup j'ai eu toute cette vie-là pendant qu'Axel monter son studio Novordier. Sur le canard. Non, ils zonaient pas, mais... Non, vous bossiez comme des ouf. Non, on bossait. Oui, et non, parce qu'en fait, t'attends, au bout d'un moment, tu bosses, mais en fait, t'es là, tu dessines. Mais en même temps, beaucoup dessiner. Des fois, je ressors des vieux dessins aussi de l'époque. Donc, tu t'es mis à dessiner à ce moment-là, quand même. Tu t'es mis à créer ta culture. Je me suis mis à dessiner à 21 ans, 22 ans, pendant le MBA à Londres. Je dessinais, je me rappelle. Enfin, des après-midi, parce que MBA, tu fais pas grand-chose, t'as pas beaucoup d'heures de cours. Et tu fais des objets. En fait, je fais dessiner des objets. Mais sur du papier, petits carreaux. C'est drôle. Mais sans avoir la culture que j'ai appris, tout ce truc, tout le design, tout ce qui est passé, tout le design 20e, même avant et tout, sans avoir cette sculpture-là. Mais ça, c'est quand je suis un peu arrivée à Marseille. Donc, galère pendant un moment et tout, et donc du coup, tu remets en question vachement ton métier et ton talent, surtout. Tu dis, mais en fait, je bidonne, je vais pas faire designer, ça marche pas, quoi. Donc après, j'ai intégré la société de mon père. D'accord. Travailler en me disant, tant pis, je suis pas bon, on va changer. Charpentier, comme les autres. Je serai charpentier, exactement. Ouais. C'est surtout et en même temps, j'ai eu de la chance que, déjà, ma femme a accepté tout ce truc-là, et ma mère m'a beaucoup poussé à continuer. À s'exprimer. À s'exprimer. Continue, c'est pas grave, fais des protos, continue. Ne fais pas que ça. Vous voyez bien que ça me plaisait pas, que j'allais pas être heureux. Et elle m'a poussé à dire, vas-y, allez, on fait des protos. Cette dimension en side project. C'est pas possible, cela. Et donc, continuer. Okay. Et puis après, tu avais la chance aussi que, du coup, dans l'entreprise de son papa, il y avait du métal, il y avait des outils. Oui. Il y avait l'atelier, quoi. Il y avait mon frère aussi qui savait faire des pièces. Parce que lui, il a bossé sur le chantier, il faisait un peu des allers-retours aussi dans la société, il faisait des trucs. Et du coup, c'est vrai que d'avoir tout ce plateau, si tu veux, ça m'a permis de pouvoir résister, entre guillemets, persévérer. Ouais. Et arriver à trouver le bon truc, quoi. Ok. Puis après, c'était aussi que, donc du coup, les femmes respectives de Axel et Marouane, on leur a dit, en fait, là, les cocos, on aimerait bien acheter une maison, on aimerait bien faire des enfants, mais bon, comment on fait, tu vois ? Comment ça grandir, il faut des sous. Donc en fait, Marouane a trouvé un job, Axel est allé travailler chez ses parents, et du coup, c'est pas qu'ils se sont séparés, mais ça s'est fait un peu naturellement. Il faisait quoi, lui ? Lui, il a une boîte de cabine acoustique. Cabine acoustique, ça veut dire quoi ? C'est quoi ?
Tu sais, c'est les cabines, c'est dans les grands open space. Ouais. Ah, je vois très bien. Où tu peux travailler, où tu peux t'isoler pour téléphoner, etc. D'accord. Et dans votre duo, c'était quoi? C'était lui, il faisait le business, tu faisais la créa, ou c'était un peu des deux? C'était un peu des deux. C'est pour ça, il n'y a rien qui a fait, si tu veux. Même dans le storytelling, ça allait pas, on avait un nom compliqué, pas forcément français, on se disait parisien, parce qu'à l'époque, il fallait avoir la légitimité de Paris. Maintenant, on s'en fout, tu vois, tu peux dire que tu as un studio à Marseille. En fait, c'était peut-être un peu trop réfléchi. Tout était trop... était pas assez vrai, quoi, en fait, je pense. Un peu école de commerce, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. C'est le biais des écoles de commerce où il faut tout écrire avant de se lancer. Exactement. Oui, tu te dis qu'il faut aller lever des fonds. On perd en spontanéité. Exactement, on a même cherché à lever des fonds, mec. N'importe quoi. C'était pas... Vous avez fait toutes les conneries, mais c'est l'apprentissage, c'est la vie. Ouais, mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Ok. C'est des bonnes erreurs qui nous ont permis de comprendre qu'est-ce qui allait pas et de bien appréhender le marché au final maintenant. Et Axel Chay, donc le premier jour d'Axel Chay, c'est quoi? C'est une expo à Arles où je me suis dit, parce qu'en fait c'était toujours aussi délicat de dire bon ben, c'est fini Marouane, on arrête, maintenant je vais faire un propre. Oui, mais avant l'expo, il y avait des pièces qui... Il y avait déjà des pièces, je commençais à dessiner des trucs et je savais pas trop si je devais sortir sous Novo Objecta ou sous Axel Chay. En même temps, je savais pas trop si j'avais envie d'assumer mon nom. Ouais. Et c'est pas du tout une envie de me recentrer ou de me mettre à l'avant. C'est juste qu'en fait, c'était au plus simple, quoi. Et je me rendais compte que c'est bon, que tu t'appelles comment, Axel Chay, c'est au plus simple. Et donc, le premier truc, c'est... j'avais fait un genre de grande sculpture vagin avec des panneaux de bois où tu peux rentrer, des trucs un peu cinétiques, roses, très sympa. Et en même temps, le tabouret. Expo grâce à Anne Carpentier. Première expo à Arles en 2019. Ok. Et après, elle m'a refait faire une expo. Et donc c'est là. Là, t'es rentré comme quoi? Comme Axel Chay. Axel Chay, mais designer, artiste. Designer. Designer. Designer artiste, parce qu'il y avait un peu. Parce que je faisais pas mal de sculptures, je faisais pas mal de trucs manuels avant. Maintenant, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Ouais. Avant, je faisais beaucoup de trucs manuels. Je faisais plein de petites sculptures, des visages, des machins, plein de. Ouais. Et c'est Carpentier? Anne Carpentier. Ouais. Anne Carpentier, qui est galeriste? Oui. Qui est galeriste. Ouais. Et où ça a qui a fait une pause là, qui est directrice d'une fondation. Il y a des choses à venir. Il va y avoir des nouveautés, mais pour l'instant, on peut pas en parler. Mais à l'époque, elle était galeriste. À l'époque, elle était galeriste. Et c'est elle qui m'a mis en avant la première. Et en fait, elle a ouvert, après, elle avait une galerie dans Arles, et ensuite, elle a... La Marchande des 4 saisons, ça s'appelait. Ensuite, elle a ouvert une maison d'hôtes qui s'appelait Vaste Horizon, dans laquelle il y avait ses objets personnels, sa collection personnelle. Du beau vintage. Sublime. Il y avait des choses sublimes. Et même des choses, des tableaux un peu orientalistes et tout. Elle avait un mélange, elle avait énormément de goût, quoi. Voilà. Et dans les chambres, elle présentait des pièces de designers ou d'artistes. Okay. Donc on allait dormir chez elle, on était reçus chez elle. Il y avait un petit jardin et il y avait des pièces donc d'artistes de partout. Okay. Et un jour, elle nous a demandé, elle voulait faire une expo où je travaillais pas avec toi à l'époque, mais bon, j'étais quand même là. On prenait possession de la suite à l'étage, où il y avait donc une chambre, un salon et une terrasse. Et il fallait que on crée un univers. Okay. Donc on avait appelé ça un peu la garçonnière. C'est une garçonnière. Donc il y avait le lampadaire modulation, le tabouret. On a créé le lampadaire modulation en même temps que cette expo. Ouais. C'était le tout premier proto qui tenait pas. Je suis arrivé, c'est son mari David qui m'a aidé à électrifier le truc qui tenait pas. Je suis arrivé non électrifié. Enfin, c'était pittoresque. Il y avait la première fois qu'on monte les coquillages. T'avais fait une tête de lit tout en bois. Donc il y avait déjà beaucoup de choses en fait. Les basiques quoi. En fait, on a créé aussi pour parce qu'en fait, il fallait meubler toute une suite. Donc il fallait bien qu'il y ait un canapé. Donc on avait fait un débed. Sur la terrasse, on avait fait le parade. Il était existant chez Novo Objecta, mais du coup, il y avait une table, un tripode. Il y avait une table. Après, on avait mis il y avait du vintage parce qu'on avait mis nos chaises Smile Stevens. Enfin, on avait mis des objets personnels. Donc, il y avait des magazines érotiques. On avait créé une petite scéno. Il y avait un paquet de cigarettes. Enfin, voilà, on avait essayé déjà, à l'époque, de raconter une histoire, un univers. Et ne pas se contenter de mettre seulement nos meubles. Vraiment raconter un truc et faire une... Et montrer que nos meubles s'inscrivaient dans différentes époques. Déjà à l'époque, parce qu'en fait, ils sont intemporels. Voilà, on se dit que ces meubles auraient pu être créés il y a 50 ans et pourraient peut-être être créés dans 50 ans aussi. D'accord. Voilà. Et à cette époque-là, pour cette expo, il y avait notre copine Marion Mylander qui exposait aussi donc dans le jardin avec du mobilier extérieur. Donc le vernissage, beaucoup de monde, hyper qualitatif et beaucoup de presse. Et là, c'est lancé. C'est parti direct. Là, c'est parti direct. Incroyable. Ok.
L'esthétique de Axel Shay donc naît à ce moment-là. En partie, ouais. Ouais. D'ailleurs, t'es en train de changer un peu, non, en ce moment? En train d'évoluer, pas changer, d'évoluer. Je renie pas du tout ce qu'on a fait, les couleurs, tout ça, toutes ces formes très bold et tout. Ouais. Très bold, ouais. C'était pas calculé. Ouais. Mais j'ai envie de continuer à m'exprimer, à rechercher et ne pas me cantonner à... Oui, c'est le danger. C'est le danger. C'est le plus grand danger pour un designer. Et que les clients se lassent et que tu restes dans une tendance, que tu sois catégorisé là-dedans. Ouais. Après, si les tendances, les tendances ça baisse. Donc, mais du coup, ça devient nos iconiques. Voilà. Et maintenant, autour de ces iconiques, et continuer à les rechercher, à s'éclater avec mon frère à l'atelier, à recréer des nouvelles pièces, sans renier ce qu'on a fait, tu vois, mais juste étoffer et faire évoluer. Donc là, pour revenir à ce moment-là, c'est la genèse de Axel Shay. Donc là, c'est un carton. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de presse à ce moment-là. C'est pas un carton financier, mais en tout cas, il y a de la notoriété parce que ça passe vraiment de zéro à un petit peu, tu vois, ça passe un peu dans les magazines, les journalistes s'intéressent, distributeurs commencent à s'intéresser, dire attends, ça c'est joli et tout, tu vois. Donc voilà, comme je te disais, on a commencé du coup le business sans un réel business, sans se dire tiens, on prend une boîte de RP, sans calculer tout ça. Oui, puis j'étais solo. Oui. Tu comptais pas bosser avec moi, hein. Non, j'étais pas encore là. J'étais là sans être là. Ouais, mais y avait pas, on n'a pas fait un business plan, on n'a pas déjà calculé les coûts. C'était Axel qui gérait toute la partie financière à cette époque-là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Comment tu expliques le fait que c'est pris? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors c'était fin 2020. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que il y a un truc, sans le faire exprès, ou en tout cas de manière sensorielle, c'était le bon objet au bon moment. C'était après, direct, c'est arrivé le Covid. Période un peu morose. Mais pour nous, les designers, assez bien. Parce que plusieurs choses. Du coup, les gens qui avaient de l'argent voulaient dépenser. Ils s'ennuyaient, ils voulaient dépenser. Ils restaient chez eux, donc ils se rendaient compte que chez eux, c'était pas hyper cool, ils voulaient étouffer leur intérieur, s'améliorer. Il y a les réseaux, du coup, vachement de gens sur les réseaux. Donc, pareil, les réseaux, t'as envie d'avoir le truc, t'as envie d'acheter, tu veux consommer, tu veux essayer de refaire une vie un peu normale. C'était un produit très Instagrammable en plus. Très visuellement, sans le vouloir, c'est quelque chose de facile visuellement. Et au final, hyper reconnaissable. Hyper reconnaissable. Et aussi, période un peu morose, des objets qui sont assez joyeux, lumineux, la lampe, les couleurs vives. La rondeur. La rondeur. Et je pense que, sans le vouloir, c'est arrivé au bon moment, cet objet-là. Ok. Et le fait aussi que t'es beau gosse, charismatique. Merci beaucoup. Non, il y a un truc comme ça aussi, non? Je pense que la presse aime bien ton personnage aussi. Alors, ça, je l'ai compris après. Aussi, par rapport au duo où tu sais pas qui fait quoi, il y a une vraie histoire, il y a un vrai. En fait, on ment pas. C'est moi. Après, c'est devenu nous. On fait évoluer. Je mens pas. Il y a rien que je dis qui est faux, qui est calculé. J'écris pas mes. En fait, pas ce que je dis, quoi. En fait, il est très spontané. Il est authentique et je pense que ça plaît. Ça plaît parce qu'en fait, il y a dans ce milieu-là, on peut vite se prendre un peu la grosse tête ou. Là, en fait, tout est en simplicité, tout est très naturel et la presse maintenant, c'est devenu même des amis parce que. Parce qu'on les voit, on les côtoie. Et puis en même temps, on n'est pas dans ce milieu à Paris à faire constamment, tu sais, toutes ces vernissages et tout. Nous, on est un peu hors ça, donc de temps en temps, j'y vais. C'est vrai que t'es un peu des outsiders. Et c'est pas mal. C'est très bien. Parce que du coup, ça te saoule pas, quoi. Moi, je suis trop content. Je les vois, tous mes potes et tout, les archi-designers, ça les saoule un peu dans les vernissages. Moi, je suis trop content. Quand ils disent on va au parade et tout, là, ça casse la tête. Alors que moi, je suis content parce que sinon, moi, je suis avec mes potes à Marseille, on rigole, on va faire des, tu vois. Je suis assez, même si j'ai plein de potes dans le milieu, on se parle, on se fréquente, mais je suis pas constamment là-dedans. Et ça, c'est pas mal d'avoir ce recul. C'est assez agréable. Ok, donc ça, c'est les clés du... Et alors, comment tu te positionnes à ce moment-là? Tu les vends combien, tes produits? Je les vends qu'un truc assez rationnel, que ça me coûte à peu près tant, il faut que je gagne tant, sans avoir pensé avant au distributeur. Parce qu'après, les distributeurs arrivent et il faut penser à ta marge distributeur. Donc au début, t'es pas assez cher. Et au début, t'es pas assez cher, non, parce qu'en fait, j'étais frustré de ouf avec l'ancien studio où on vendait des choses trop chères. Et ça me faisait vraiment...
Chier. Ouais. Ça me faisait chier. Et je voulais faire des trucs tu voulais que tes potes puissent les acheter, quoi. Ouais. Puis même, tes potes, ta famille, tout autour, c'est une fierté quand t'as tout le monde, sans être cadeau non plus. Mais du coup, au début, je gagnais quasiment pas de thunes. Je me rappelle, sur le tabouret, je gagnais 20 euros ou 40 euros sur le tabouret, parce que je voulais que ce soit accessible. Et en plus, t'as une histoire d'économie d'échelle. Au début, tu peux pas faire des séries, t'as pas les sous. Donc tu vois l'unité, ça te coûte extrêmement cher. Donc tu fais que des protos avec tu fais à chaque fois des fabricants. Parce que là, tu fabriques où à ce moment-là? Mais c'est ton frère. Mon frère, ouais. Dans le garage des parents. Ah ouais, c'est le frérot qui se tape tous les trucs. Ouais, quasi tout au début. Même les coquillages, les plâtres, c'était moi qui les faisais. Ouais. Et du coup, il y a vraiment une notion de prix qui est aléatoire. Déjà, t'es content quand tu vends un lampadaire tous les 2 mois alors que t'en as jamais vendu, tu vois. Et au fur et à mesure, tu grossis et tu comprends que il faut quand même, c'est con parce que tu vends, il faut gagner de l'argent, quoi. Dommage. Il y a une notion de plaisir, la fierté, mais il faut quand même gagner de l'argent. Et puis à cette époque-là, on s'était pas imaginé que ça prenne aussi vite. Donc, et puis même, on avait vu qu'on n'avait pas de structure. C'était dans cette maison, il y avait une table de salle à manger. Axel faisait les coquillages lui-même. En fait, le coquillage vient d'un bénitier qu'on avait trouvé dans une brocante, qu'il a moulé, et donc il les faisait là, ça séchait ici. Dans le jardin, il y avait une allée de lampadaires modulation. Ici, il y avait des cartons de partout. Donc en fait, le garage, il était rempli de cartons. Mais parce qu'on n'avait pas encore les moyens de pouvoir se louer un local, puis on savait pas si demain ça allait encore marcher. Enfin, c'était. Et puis en même temps, je continue à travailler. Si tu veux, quand ça commence à fonctionner, je continue à travailler dans l'entreprise familiale. Ah d'accord, tu continues à bosser. Donc c'était vraiment un side project. Je l'avais pas encore rejoint aussi. Non. J'étais là. Tu me demandais de faire des cartons ici, je faisais des cartons. Le soir, le week-end. Ouais. Ok, trop bien. C'est sympa ces moments-là quand même. Mais c'est génial. T'es dans le carton, c'est vraiment les meilleurs moments, je trouve. Enfin, c'est très moi, je trouve ça génial. C'est qu'en fait, c'était inattendu et en fait, on s'est adapté à chaque fois à l'évolution que prenait la marque. Sans griller les étapes. Ouais. Aujourd'hui, toujours faire petit à petit. Il y a vraiment un truc aussi, ça, excuse-moi, mais c'est vraiment ne pas chercher à aller trop loin et à bien maîtriser les notions économiques. Ne pas chercher à avoir trop d'employés pour te libérer, ne pas avoir trop de stock, ne pas prendre un lieu trop grand, ne pas chercher à avoir une boutique. On fait les choses calmement, tranquillement. Ça arrive. Les choses arrivent calmement et même si on est très excité, on parle fort, on crie et tout, mais c'est assez serein comme évolution, quoi. Et vraiment, ça, c'est important de pas ça, tu l'as compris parce que tu t'es bouffé le bouillon avant avec un petit peu. J'ai compris aussi, et ça, mon père aussi. Moi, quelle expérience de mon père et la boîte où il a voulu trop grossir. Il t'a dit, calme-toi. Moi, je suis tombé récemment sur ce bouquin qui s'appelle Profit First. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est assez cool. C'est un bouquin américain, mais parce que je pense tous les débutants font des conneries et ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Et Profit First t'oblige à avoir plusieurs comptes bancaires. En fait, sur le même compte, tu as plusieurs comptes bancaires. Mais quand l'argent rentre, tu mets 30% pour les impôts et les taxes, tu mets 30% pour les OPEX, les Operating Expenses, tu mets 30% pour te payer toi et 10% en profit. Et en fait, c'est plutôt le contraire. Tu commences par 10% de profit, 30% pour te payer toi, les OPEX, et ensuite, et avant même les taxes, etc. Et ça t'oblige et ce que tu vois sur ton compte, finalement, c'est ce qui te reste pour pouvoir investir. Et je trouve que c'est une approche qui est vachement saine, parce que, tu vois, moi, avec Réunis notamment, où c'était de la précommande, tu reçois tout le pognon avant de dépenser. Tu dis putain, je suis riche et tout, mais en fait, et après il faut payer les fournisseurs, bam, t'as la grosse facture. Et c'est le danger. Je trouve que beaucoup de jeunes entrepreneurs se font bananer comme ça. Donc c'est intéressant de dire ok, on vit chichement, on dépense pas l'argent qu'on n'a pas, etc. 2900 € quand même le lampadaire. Maintenant, à l'époque, il était quoi? Il était 2 fois moins cher, 3 fois moins cher. Non, je crois que c'était 1008 au début, non? Je crois qu'il a commencé à 1008, Tabouret, il avait commencé à 400 €. Et maintenant, il a combien le tambouret? 600. Mais ouais, là, c'est le lampadaire, plutôt la ref, quoi. Mais c'est vrai, je crois que. Mais moi, je me rappelle beaucoup de 2002, 2003. Non, moi, je crois qu'il était en dessous de 2000. Les premiers qui l'ont acheté, mais après. Donc, ils ont fait des bonnes affaires à l'époque. En fait, après, très vite, il y a les distributeurs qui sont arrivés. Et en fait, on était obligé de revoir toute notre politique. Faisons les milestones. J'aime bien faire les milestones de la marque. Donc, ça, c'est Ça, c'est fin 2020. Fin 2020. Exposition chez Anne Carpentier. Là, c'est parfait pour le Covid. C'est en plein Covid, quoi. C'est en plein Covid. Juste après. Juste après le Covid. Parce qu'on venait d'avoir notre bébé, juste après. Mais ça, c'est quand même une époque bénie des dieux pour le e-commerce, notamment. Pour le e-commerce. Pour l'intérieur. Pour l'intérieur. Pour l'intérieur, c'était assez exceptionnel. Et moi, je me rappelle, Réunis, c'était pareil. Ça avait cartonné. On avait
on s'était vu plus beau qu'on ne l'était, mais il y avait une tendance assez forte sur le e-commerce, Instagram, etc. Et des marques à valeur, donc ça avait c'était très fort. Donc voilà, 2020, ensuite il se passe quoi ? 2020, ça. 2022. On a un fils. Oui, il était là pour la maison. L'expo. Oui, bon, on s'installe en... C'est pas boulot, ça, on s'en fout. 2022, deuxième enfant, et je rejoins la boîte. Et on structure. Parce qu'il faut structurer. Ouais, parce qu'au début, c'était d'auto-entrepreneuriat. Donc, auto-entrepreneur, c'est plus libre, c'est... Ouais. Et puis, sa valeur ajoutée, Axel, c'est la création. C'est pas faire des factures. Voilà. Bien sûr. Bon. Donc, du coup, je rejoins la boîte. Donc, vous créez une SAS ou un truc comme ça ? Ouais, SARL. SARL, ouais. Non, mais en fait, on achète un lieu. On a acheté un lieu parce qu'en fait, entre la maison, il y a eu un petit local qu'on a pris vers la gare Saint-Charles. Okay. C'était un garage, c'était ma Batcave, tu vois. Je travaillais dans le noir. C'était l'angoisse. Non. L'angoisse. Mais on en avait besoin, mais c'était l'étape, quoi. C'était vraiment ce petit local, il était terrible. Mais pourquoi ? C'était pour bosser ? En fait, pour stocker. Quand tu commences à. En fait, quand tu commences à avoir un enfant et qu'en fait, il est au milieu de cartons, que ça commence à être dangereux, je dis en fait. Il y avait 10 lampadaires, 40 bancs, tu vois. Il s'est pris une chasse, là, Axel. Ouais. Donc, du coup, je suis parti prendre ce petit local là, vers la gare. J'étais encore tout seul, avec. De temps en temps, j'avais les stagiaires avec moi. J'avais les stagiaires avec moi. Et après, rapidement, c'était trop petit aussi, cet endroit-là. Et puis surtout, son frère était toujours dans le garage des parents, à Carry-le-Rouet. Ouais. Donc en fait, on n'avait pas tout le monde au même endroit. Ouais, c'était relou. Et moi, je travaillais de la maison. Parce qu'elle voulait pas venir travailler dans le garage. Je croyais que je pouvais me faire un bureau là-bas, mais pas du tout. C'était un garage. C'était sordide, ouais. C'était OK. C'était OK. Donc, 2022, on structure la boîte et on achète un lieu à l'Estac. D'accord. Donc, juste à côté de la maison, là, à Saint-André. On achète une... L'Estac, pour les non-marseillais, c'est vraiment le port... C'est l'entrée de Marseille. Marseille 16e, c'est l'entrée de Marseille. OK. C'est là où tu as toutes les plus belles vues. Marseille Nord. Marseille. Il y a les plus belles vues de Marseille, il y a les plus belles vues de Marseille, mais il y a surtout un port devant... Enfin, c'est le port de Marseille. Autonome. En fait, à l'Estac, le port autonome, et après, t'as Marseille. OK. Et c'est vrai qu'entre l'accès à la mer, il est un peu restreint. T'as rien. OK. Tout est... Et donc là, historiquement, c'est quoi ce quartier ? C'est un quartier où il y a des studios, enfin il y a des pas vraiment, non, c'est un quartier l'Estac. Ouais. C'est un quartier semi-populaire. Après, on est à Saint-André. On n'est pas à l'Estac, on est à Saint-André, c'est pas pareil. On n'est pas dans le village de l'Estac, quoi. Okay. C'est un autre petit village. Quartier populaire, OK, résidentiel, pas forcément. Mais historiquement, c'est pas là où il y avait l'industrie, quoi. Non, il y avait une mine au-dessus, mais non, il n'y a pas forcément, pas spécialement. Il n'y a pas d'histoire particulière là-dessus. À part si, il y avait une zone franche à côté, mais aucun rapport, si tu veux, il n'y a pas de... Bon, là où on est, il y a quand même pas mal d'entreprises, maintenant. Un peu plus haut, là. D'accord, donc là, vous prenez le local. On achète un lieu. On a la chance de pouvoir acheter ce lieu, oui. Ouais, qui fait 2 fois 170 mètres carrés. Et là, mais c'est quoi ? Ça coûte pas très, très cher ? Les banquiers vous suivent parce que vous faites un peu de chiffres ? Parce qu'en fait, oui, on est suivi par les banques parce qu'on a une croissance en 3 ans qui est assez phénoménale. Ouais. Et il y a quand même un truc, on a été aidé aussi. Bah non, oui. Si, quand même. Oui. Le décès de mon papa, du coup, on a des sous, mon frère et moi, au lieu de récupérer au moment où ça commençait à bien fonctionner. Ok. Il y a un vrai truc de transmission. De transmission, si tu veux, parce que nous, on était assez dépendants, entreprise familiale, dépendants. Au fur et à mesure qu'il décédait, mais ça a été très rapide, nous, on n'avait plus le temps de bosser, on n'était plus dépendants de lui. Il n'a pas vu vraiment l'indépendance qu'on a eue. Il a eu une maladie, non ? Ouais, un cancer. Cancer radical en 6 mois. Et en fait, si tu veux, c'est pas marrant, mais au fur et à mesure que lui était en train de mourir, nous, ça fonctionnait. Et si tu veux, on s'est levé, on n'avait plus besoin, on était dépendants. Ça a dû le rassurer, on travaillait en famille en plus. Alors, ça l'a rassuré, oui, je pense, d'une certaine forme, parce qu'il n'a pas tout vu. Ouais. Ma mère l'a bien vu, du coup. Mais il y a eu cette étape-là quand même. Mais la vie est bien faite. Cette émancipation, si tu veux, la vie est bien faite, exactement. Parce que lui, il avait peur qu'on soit... parce que comme je le faisais vivre, il avait peur qu'on galère, quoi. Ouais. Et cette dimension très familiale aussi. Ouais. Et donc, du coup, mon papa aussi décède, donc on a de l'argent. On a de la chance, on a de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent au lieu de dépenser, d'aller faire les cours en boîte de nuit ou s'acheter des, je sais pas quoi, on investit, on le laisse sur une boîte et on achète ce bâtiment pour travailler et faire prospérer l'entreprise familiale. Ouais. Parce que là, du coup, on commençait à être une entreprise familiale. Très bien, ok. Voilà, donc c'est les deux, quoi. Il y a cet apport d'argent-là et on commence à bien fonctionner, les banques nous suivent. Extra. Et le lieu, donc comme je te disais, il y a 2 fois 170 mètres carrés. En fait, on est arrivé, c'était une évidence parce que tu as un grand plateau au rez-de-chaussée qui fait 170 mètres carrés, qui nous permet de stocker, de faire de la manutention. Et on a créé une boîte fermée, insonorisée, pour Aymeric, donc le frère d'Axel, qui a son atelier là.
Okay. À l'étage, on a encore 170 mètres carrés où on a gardé 2 pièces dans lesquelles on fait showroom, bureau. Et après, il a son appartement, lui. Parce qu'il voulait travailler... C'est sa prérogative. Là où il habite. Ouais. Donc là, c'est parfait pour lui. Pas très loin de Marseille, accès au quai, tu vois, toujours de ce côté de Marseille, parce nous, on a grandi côte bleue, donc on préfère, tu vois, les accès sont bien, t'es pas obligé d'être en centre-ville. Ouais. Parfait, quoi. Et là où c'était sympa, c'est qu'on a pu rénover le lieu pour mettre en beauté nos pièces dans un environnement. Après, le lieu était sympa, il y a des beaux sols, il y a des moulures, etc. Mais du coup, c'est un bel écrin pour les pièces. Et du coup, il y a, tu vois, mon bureau à moi, en fait, c'est une salle à manger. D'accord. Donc, en fait, c'est son bureau, c'est vraiment le bureau avec le bar. On a essayé de recréer un peu des scénettes dans chacune des pièces. Et puis après, il y a l'appart d'Emeric qui est un vrai appart à vivre. Et puis, ça fait plaisir aussi de travailler dans un lieu cool, quoi. Ah bah, agréable. Bien sûr. Ça, surtout quand tu fais un métier créatif, c'est hyper important. Ah ouais, là, quel bonheur, t'es là. Moi, j'arrivais à mon bureau, je me suis fait mon beau bureau. Ouais. Ah, je suis bien, quoi. Je suis content. Non, mais puis ça fout pas le plomb, quoi, dans un garage. Non, et puis on peut communiquer, on est là, tous ensemble. Il y a vraiment, il y a une vraie énergie. Et ça facilite le travail, parce que Emeric est avec nous, parce que le prototypage, on a juste à descendre. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est vraiment ce passage de cette exposition jusqu'à quelque chose d'une vraie marque, en fait. Comment vous distribuez? Vous allez faire des salons? Ça vient automatiquement? Non, ça vient au fur et à mesure, les distributeurs qui te prennent. C'est qui vos premiers distributeurs? Ça fait partie des gros, si tu veux, Made in Design au tout début. Et qui te poussent, du coup, tu bénéficies de toute la presse, de leur RP, donc aussi mis en avant, et au fur et à mesure, tu es de plus en plus visible. Okay. Donc, parce que c'est un distributeur. Ouais. C'est un gros distributeur qui appartient au groupe Printemps. Qui était voilà. Et en fait, si tu veux, donc il y a aussi ce truc-là où le lampadaire, on voit qu'il y a un langage qui fonctionne. Du coup, on a cherché à creuser, on a développé, on a étoffé ça. Décliné. Et on a compris que ça fonctionnait, donc on l'a décliné, comme tu dis, tout ce côté avec ce tube, ce coude, on a vu que ça fonctionnait, qu'on avait créé un truc. Donc on l'a développé, quoi. Et puis même nos 4 couleurs, on avait 4 couleurs au début qu'on travaillait beaucoup. Et qui du coup, on a compris que ça touchait. Ce vert est reconnaissable pour moi, c'est le vert Axel Shea, quoi. D'accord. On a décliné après sur d'autres choses. Vert, rose, ouais. Vert, rose, jaune et en fait, tu comprends que la couleur joue énormément sur l'objet, sur la forme. Et on a vu qu'on avait créé sans le vouloir, un truc que tu reconnais facilement, tu vois, parce qu'en fait, t'as un diamètre de tube, ce coude, tout ça, ce globe. Et du coup, c'est très visuellement. Maintenant, autour de nous, dès que les gens voient du tube, ils disent ah, ils t'ont copié. Bah ça, c'est marrant, ça. Mais les gens ont le droit de faire du tube. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le tube, du coup, est... Ou les Ikea, tout comme ça, toujours nous dire ah, mais on te copie. Je dis non, on n'a pas copié. Le tube, ça fait longtemps qu'on l'utilise dans le monde du design. Exactement, ça fait des années et des années et des années. C'est toi qui as copié. En partie, bien évidemment, pas copié, inspiré. On est tous ultra inspirés. Et ça, c'est extrêmement important de l'assumer et d'en être conscient. Bien sûr. Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, on a tout vu maintenant. Tu peux pas dire, je l'ai pas. Des fois, il y a des trucs que t'as pas vu. Des fois, tu dessines un truc, tu le vois 2-3 ans après, plus tard. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont fortement inspirées, mais qui sont assumées, et on le dit, même dans la presse. En même temps, c'est normal maintenant. Comment créer un truc, à part créer un truc complètement loufoque, complètement zinzin ou sans esthétique, c'est dur de créer quelque chose qui ressemble pas ou qui est d'inspiration. C'est difficile. Comment la boîte a évolué alors depuis ces 5-6 ans? Les milestones. Le bureau. Le bureau. C'est vrai qu'on s'est échappé de ces milestones. Donc, il y a 2020, 2022, 2023 Monoprix. Ça, c'était un gros accélérateur aussi. Ouais. Comment ça arrive à vous? Un mail. Un email, mois d'août. Ouais. Un mail. Je reçois dans la boîte contact que j'ai accès. Attends, mais regarde ce qu'on a reçu. Ça, c'est incroyable. Parce que pour nous, à cette époque-là, on avait en tête que des gros noms, India Madavi, bref, qui avait fait ces collabs-là. Donc on était assez fiers de pouvoir faire ça, quoi. Et en plus, on a été contactés 2 ans avant la sortie. Donc c'était encore vraiment au début. Oui, du coup, ça sort février 2024, mais on travaille dessus depuis 2022. Ah oui, c'est hyper long. Ok. Et vous faites quoi alors pour Monoprix? Ils nous ont demandé 50 bref. Ouais, mais en fait, très libre. Très libre. 50 référentes. Ouais, mais après qu'il y ait des variations de couleurs, Ok. Mais en fait, très libre, tu fais ce que tu veux. Et une expérience dingue, parce qu'elles sont super. C'est une famille, c'est génial.
D'accord. Et vous avez fait quoi exactement pour eux? On a fait pas mal de vaisselle. J'étais content de pouvoir m'exprimer sur l'art de la table. Là où j'ai pas envie d'aller, parce que c'est des petits objets, la renta, la gestion et tout, hyper relou à faire. J'avais jamais trop travaillé la céramique. Et du coup, j'ai voulu aller sur de la vaisselle. Truc où je saurais pas aller en auto-édition, en tout cas. Oui, parce qu'il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit. C'est folie. Depuis le début, Depuis le début, c'est quand même que nous, on travaille pas dans un schéma traditionnel qui se développe de plus en plus, quand même, mais nous, on est en auto-édition. C'est-à-dire qu'on dessine, on fabrique et on vend. Normalement, le schéma classique d'un designer, il dessine et c'est un éditeur qui le vend. Ou une société, ou un truc comme ça. Vitra, ou voilà, Petite Friture, etc. Exactement, tout à fait. Très bien. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, on aurait dû le faire depuis le début pour présenter. C'est ce schéma-là, qui n'est pas un schéma qui a été pensé ou voulu, mais quelque chose qui a été de manière naturelle. Mais parce que vous avez fait une école de commerce. Parce qu'on est sorti. Non, mais parce qu'en fait, on a fait, on a pris en photo, on a montré. Ouais. Ça fonctionne comme ça, on continue. Et du coup, ça va fonctionner comme ça. On n'est pas du tout fermé à l'édition. Et aujourd'hui, vous êtes édité, non? À part Monoprix, qui c'est des éditions, non, c'est plutôt des collabs, c'est plutôt de l'édition à court terme. On est édité, non, par les copains de 13 desserts seulement. Okay. Parce que personne n'est encore venu nous demander, mais on n'est pas fermé à ça, tu vois. Ouais. Nous, on est... en fait, par contre, il y a une chose qui est bien, c'est que avec l'auto-édition, c'est que tu maîtrises vachement économiquement, c'est intéressant, quand ça fonctionne, évidemment. Bien sûr. Mais tu maîtrises plus. Et ça te permet d'être complètement indépendant et donc libre créativement. Et alors, comment ça... Il y en a d'autres, des gens comme ça qui font ça, de l'auto-édition? Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a pas mal de designers aussi qui sont édités et qui font de l'auto-édition. Mais de plus en plus, les gens le font parce que les archives aussi. Le modèle, il tend quand même à évoluer. C'est vrai qu'il évolue énormément. Madavi le fait depuis très longtemps. Elle a bien changé un peu tout ce format-là. Et même Tom Dixon à plus grande échelle, quoi. Ou même quelqu'un que j'ai interviewé récemment, c'est Jasper Morrison. Jasper Morrison. Il le fait en auto-édition? Il le fait même pas, tu vois. Il me semble qu'il a fait de l'auto-édition. C'est possible. Et ça te positionne. Enfin, parce que je pense qu'il y a toujours cette peur aussi de. Les qu'en dira-t-on, etc., comment on va être vu par le secteur, etc. L'auto-édition, est-ce que c'est pas un peu la loose versus être édité, c'est vraiment stylé, quoi? En fait, moi, j'avais pas le choix, j'étais pas édité, donc j'ai avancé comme j'ai eu l'opportunité d'avancer, et comme on se donnait l'opportunité d'avancer. Bien sûr. Donc c'est comme ça, c'est un schéma. Mais oui, en effet, du coup, tu n'es pas chez un grand éditeur. Tu n'es pas édité, tu n'es pas chez un grand éditeur suisse, français ou italien. Mais c'est pas grave, j'ai aucun problème avec ça. Je le vis bien. Il n'y a aucun problème. Mais je suis sûr. Tout va bien. Ok, alors c'est quoi les next steps? On n'a pas fini édité, Monoprix. j'ai dit qu'on était édité. Monoprix 13 desserts quand même. Oui. Ouais, t'as dit. Voilà. On n'avait pas fini Monoprix. Donc ça, c'est du Monoprix? Ça, c'est du Monoprix. Ça, c'est les verres, c'est un borosilicate. C'est beau. En fait, Monoprix, ce qui était génial, c'est qu'on a fait des choses. J'étais déjà là. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais faites avec des matériaux qu'on n'aurait jamais travaillés. Donc, faire un verre, c'est génial. C'est fou. C'est génial. Donc, faire des verres. On a fait donc, de l'art de la table. On a fait du petit luminaire. Et on a fait notre fauteuil parade. Tu vois, dehors, il y a les grands, les vrais, voilà. Et le petit pour enfants qu'on a fait pour Monoprix. Trop bien. Mais ça a été... En fait, on s'attendait pas à ça. Parce que pour nous, Axel Shea, OK, on est passé dans la presse, on avait une petite notoriété. Mais ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont été folles, en fait. C'était une fois, on a appelé la collection folie, mais c'était une folie. C'est que ça s'est arraché. Gros succès de ouf. En quelques heures, il n'y avait plus rien, quoi. On a été réédité, du coup, en octobre. D'accord. Sur que des chromes. On a dit, c'est dommage, franchement, ça a trop cartonné. Cécile vient nous voir, on dit, il faut qu'on refasse quelque chose. Comment vous l'expliquez, ce carton? C'est vraiment ce côté... C'est une évidence. On a été hyper surpris, quand même. Il y a quand même un truc, souvent ça cartonne quand même les collabs avec Monoprix. C'est quand même souvent un carton parce qu'il y a ce côté accessible et limité. Donc t'as l'impression de t'acheter un petit truc, tu te fais kiffer, une pièce d'art, quoi, ou de design. Mais comment tu l'expliques? Je sais pas. Le talent. Non. Non, mais franchement, non, les objets, ils étaient sexy. Ils sont sexy, quoi. C'était sexy. Tu vois, une belle salière, tu vois, c'était des objets qui la cave, pas très chers et jolis, donc cool. Les luminaires, c'est vrai qu'après, t'achètes un petit lampadaire à 250 €, Axel Shea, c'est vrai que les autres sont à 2008, Non, mais on l'a vu partout. Mais t'avais quand même une peur il y avait quand même une peur. Ah oui. Ça te desserve un peu. Je voulais en parler de ça.
Forcément. Mais en même temps, on s'est dit, l'opportunité, nous, on n'est pas connus, rien du tout, on sort de nulle part. Les gros l'ont fait, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu as India Madhavi qui l'a fait. Et puis, ça dépend comment tu le fais et ce que tu en fais. En même temps, c'est assumé. Et s'il y en a qui critiquent, qui sont pas contents, je m'en fous, quoi. Mais on a assisté à une ouverture de Monoprix Marseille Prado. Pour la collection. Elle était là. Et tout. Mais moi, j'avais ma fille sur les épaules. Je me suis dit, oh là là, il faisait tomber les objets. C'était même un peu, tu vois... Enfin, tu te sens presque agressé, quoi. Ouais. Il faisait tomber les objets. En 2 minutes, il y avait... Mais genre plus rien. Les gens s'étaient arrachés les choses. Des verres cassés par terre. Et shots de bonheur, quand même, parce que les gens remercient, envoient des messages. Déjà, souvent, les clients, ça fait plaisir. T'envoies un message alors qu'ils t'ont donné de l'argent et tout. Ils te remercient. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, vous avez acheté. Mais là, encore plus, la Monoprix. Ah, merci, c'est génial, merci de rendre le design accessible. Trop cool. Ouais. Hyper cool. T'as vraiment des shots de... Et là, vous gagnez beaucoup d'argent ? C'est quoi Pas forcément, non. Par contre, tu gagnes en notoriété, tu assois quand même un peu plus le nom, tu deviens beaucoup plus populaire en France. Ouais. Ça se voit dans les chiffres en direct ou pas ? Sur ton site internet ? Est-ce qu'il y a un effet Monoprix ? Et ça, c'était le gros risque, c'est que tu vendes moins de tes objets. Oui. Mais non, en fait, non, au contraire. La notoriété. Oui, en termes de trafic, mais impressionnant. Ouais. Impressionnant. Ouais, c'est sur les ventes, pendant les 3 jours de la vente, non, il n'y avait pas plus de ventes, mais après, ouais. Non, mais moi, je ne parle pas de vente, je parle de trafic. Ah oui, trafic, ouais. Bah, c'est là où on a fait les pics, en fait. On n'est jamais revenu à ces trafics-là. D'ailleurs, la question que je me posais en regardant votre offre, c'est que comment vous avez réfléchi votre catalogue parce qu'il y a vraiment des pièces. Les pièces globalement coûtent cher. Et donc l'accès, est-ce qu'il y a des pièces qui sont vraiment accessibles ? C'est quoi le prix d'entrée, quoi ? Le prix d'entrée, il y a une pièce qu'on vend le plus, qui est un gros succès commercial, c'est les appliques coquillages en plâtre. Ouais. C'est des pièces le premier est à 350, 360. Ok. Et l'autre 480, et avec l'applique crochet qui est entre deux, je crois. Et ça, c'est vraiment une pièce qui cartonne, qui est beaucoup placée dans les projets hôteliers. Ouais. C'est vraiment le petit achat, c'est le petit achat pour nous. Ça fait un effet waouh, quoi qu'il. C'est joli, ça va bien, ça va dans tous les styles en fait. Et c'est à la fois hyper esthétique, il y a un côté un peu poétique, ça raconte une histoire, et en étant assez naturel, quoi, et sobre. Putain, t'as bien fait de l'acheter ce coquillage à l'époque. Ouais. Ah ouais. Et de le mouler. Mais en fait, tu sais pourquoi ? C'est parce que je voyais ça à l'époque, ce qu'on voyait. Tu sais pourquoi on l'a fait ? C'est parce qu'on voyait ça dans les hôtels Amour. Et on trouvait ça trop beau, toutes ces suspensions. Ouais. Et en fait, tu les trouvais pas. Ça s'achetait pas. Ou alors, il fallait payer ça. C'était des vintage, 2-3 000 balles, exactement. Et ben, j'ai voulu faire mon vintage à moi. À base, on l'a fait pour nous. Hein. Je l'ai fait pour l'expo. Et après, j'ai vu que ça cartonnait. On l'a dit, on va le vendre. Ok, c'est pas grave, on va l'assumer. C'est un truc naturel, on va l'assumer. Trop bien. J'adore. Mais oui, c'était une bonne idée. Ouais, c'était une bonne idée, ça, de l'avoir fait. Après, dans la plupart des boîtes travaillent en collection. Donc ça veut dire qu'ils partent souvent d'une thématique, d'une histoire, d'un storytelling pour créer une collection. Ouais. Nous, on fait un peu... Alors, moi, je travaille pas trop comme ça, mais Axel travaille comme ça. T'avais peur ? Lui, c'est hyper intuitif. Il va créer quelque chose et après, on va raconter une histoire autour. Mais on ne crée pas de collection. On en a créé une première qu'on a présentée à Matter & Shape cette année. Mais c'est la première collection qu'on présente. Parce que un matériau a fait que... Mais sinon, l'offre, elle est pas... elle est un peu à l'instinct, aux envies. Les envies du moment. Tout ce qu'on a envie d'avoir chez nous. Tu vois, tiens, on a besoin d'un canapé. Bah tiens, on fait un canapé. Voilà. C'est toi qui as fait le canapé. Ouais. Putain, ou alors une découverte artistique, un film, un truc. Tu vois, il y a vraiment des sensations où, tiens, il y a cet ensemble. Et du coup, on fait des pièces qui nous font plaisir, qui nous ressemblent. Ouais. Et c'est une forme d'expression, tout simplement. Hein. Alors, jusqu'à présent, c'était ça. Et depuis cette année, on a voulu, du coup, travailler... On a récupéré un stock de bois zébrano massif. C'est quoi le bois zébrano ? C'est un bois exotique, beau bois exotique. T'as récupéré un... Ouais, enfin, c'est la menuisière qui a retrouvé un vieux stock. Okay. Donc, on a travaillé sur ce stock-là. Et donc, du coup, il y a une collection qui s'est créée parce qu'il y a un fauteuil. Une envie de travailler le bois aussi. Ça fait longtemps qu'on voulait le travailler. On ne le travaillait quasiment pas. On était trop assimilés au métal et on avait envie aussi de s'exprimer sur le bois. Mais comme sur tous les matériaux, en fait, dès que tu commences à creuser. Donc, on a créé cette collection-là avec sa variante en inox aussi, qui marche mieux. Commercialement, elle marche mieux. C'est quoi ça ? Tu parles de quoi ? C'est la collection Voyage. Donc, dans les séries limitées. Ce qu'il y a un catalogue Voyage. Et là, il y a une collection qui est présentée chez Isabelle Castagna à Saint-Tropez, qui s'appelle Météor, et qui est en fonte d'aluminium avec des... Des incrustes de pierre. De pierre, ouais.
Et là, il y a une collection et aussi. Et là, il y a un autre travail, encore un autre langage, une autre évolution. Le côté, quand tu parlais de collectible, même si je ne veux pas utiliser ça, mais c'est plus comme ça, tu vois, c'est de la pièce unique, un côté beaucoup plus craft, beaucoup plus organique, où on s'éloigne un peu des codes Axel Shea, quoi. Ouais. Et ça, c'est fait tout à la maison, ça. Voilà, ça, c'est tout fait par Emmerich. La boîte à bijoux, exactement. Et on continue, là, on a développé un super miroir, un lampadaire, une lampe de table. En fait, on continue à s'exprimer, aller chercher Ça, c'est la recherche et le développement d'Emmerich aussi beaucoup. Là, maintenant, on l'avait fait luminescent. On a amorcé ça déjà avec l'expo chez la Galerie Liberté au Luxembourg. On avait pas mal de pierres, des éclats de pierre, des agates rétroéclairées. C'est un peu les prémices. C'est un peu les prémices, ouais. Et on continue. On continue. Et toi, ton processus créatif, c'est quoi ? T'as une envie, tu découvres un truc et tu te mets à table à dessiner ? Oui. En fait, ça dépend le projet. Des fois, on est porté par un projet, par une envie, par une marque, par une collab ou par une demande. Mais sinon, c'est vraiment à l'envie quand il y a l'idée. Je me force pas à dessiner pour dessiner, quoi. Après, les dernières pièces là, qui sont sorties cette année, là, en début d'année, qui ne font pas partie d'une collection, mais qui sont sorties, c'est parce qu'on a travaillé à la direction artistique d'un lieu qui a ouvert à Marseille en octobre, qui s'appelle Devo, c'est un bar-restaurant. Et du coup, on a créé des pièces pour le lieu. Donc, les dernières pièces qu'on a créées, c'est les pièces chez Devo. C'est la chaise bistrot, le tabouret bistrot, l'applique. Et donc là, votre job, c'était quoi ? C'était d'être directeur artistique du truc ? Oui, c'est d'impulser toute l'esthétique en du fait, lieu. Ferdinand Fravega, donc notre ami qui a ouvert ce lieu, avec Yoann Dupasquier, nous a demandé de penser le lieu. Donc là, moi, j'ai fait mon boulot de mon côté. Ce sont des amis aussi, à la base. Mais là, c'est un truc de décorateur, d'archi d'intérieur, pour le coup. Exactement. Décorateur. Mais on a fait les deux. Plus décorateur qu'archi, parce que vraiment, on n'est pas archi. Il y a vraiment un truc, toute la partie technique et tout. Déjà, on ne maîtrise pas, on n'est pas staffé pour, et on n'a pas envie de faire ça. Et tant mieux, parce que franchement, c'est dur comme métier, archi. Et là, on a travaillé en binôme, moi sur la direction artistique et Axel sur le design. D'accord. Donc là, pour le coup, on a travaillé dans le sens inverse, parce que moi, j'ai une façon de travailler qui est différente de celle d'Axel. C'est que je pense d'abord une émotion, une histoire, un storytelling, une expérience, une ambiance pour penser le lieu, des matériaux, des couleurs, et après, qu'est-ce qu'on va chiner, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble, etc. Et de là, de ce mood board, on va dire, on a dit, tiens, en fait, on va réaliser les chaises, on va réaliser les luminaires, on va aller chercher des plâtres, etc. Et voilà, du coup, là, on a vraiment travaillé en duo et on a travaillé, du coup, à une autre échelle, l'échelle d'un lieu. Et c'était vachement sympa. Ouais. Et vous allez en faire d'autres ? Certainement. Il y a des opportunités qui se présentent. Ouais, c'est cool. Hein. C'est pas la priorité, c'est pas notre objectif, mais c'est cool, ça étoffe, c'est un vrai plaisir, quoi. Et ça va, en vrai, c'est assez légitime, je trouve, de notre métier, par rapport à notre métier, quoi. Et quand tu dessines et après tu fais des protos, c'est ton frère qui fait tous les protos ? Non. Maintenant, non. Certains, ça dépend, parce que s'il y a des trucs, par exemple des chaises, on n'a pas de cintreuse, tu vois, ça dépend de la technicité de l'objet. Si c'est... en fait, ça dépend de la technicité de l'objet. Et certains protos, on est obligé de passer avec des coûts de prototypage qui sont plus élevés, comme une chaise, un fauteuil, où tu vas tout cintrer et tout, et là tu passes, tu fais, ça va pas, on rajoute, on refait, 1, 2, 3 fois, 4 fois. Il y a quand même la facilité d'avoir Emmerich à disposition. Après, tu peux à l'atelier. On fait des 3D, tu fais des impressions 3D. Et toi, tu mets la main. T'es manuel aussi ? Moi, je sais tout et rien faire manuel. Je suis pas très bon, non. Je sais faire, mais mal. Ouais, c'est le bricolo, quoi. C'est le bricolo. Mais ça va, mais je sais faire, tu vois. Tu sais faire un trou dans un mur, quand même. Oui, je sais faire une cheville. Je sais souder, mais mal. Je sais couper, je sais visser, bien évidemment. J'aime bien, mais je fais pas très bien. Et puis, j'ai pas trop le temps de faire ça. Si je fais ça, j'ai pas le temps pour faire le reste. D'accord. Il y a quand même pas mal de choses à gérer, donc... Milestones ? On revient aux milestones. Milestones, on revient. Milestone, Monoprix. Donc, Monoprix. Grosse étape quand même, parce que... C'est énorme, franchement. En termes de notoriété, Level up. Et puis, trop sympa de rentrer en fait chez tout le monde. Mais oui. C'est incroyable. Chez tout le monde. Littéralement, tu rentres chez tout le monde. Tu rentres chez tout le monde. C'est impressionnant. Et on trouve ça génial. La force de frappe, ouais. On trouve ça génial d'être chez tout le monde. Et à côté de ça, d'avoir des célébrités qui ont des pièces à nous chez eux, partout dans le monde. C'est génial, en fait.
Donc du coup, Monoprix, carton, et en termes de notoriété, ça accélère aussi le process. Ouais, et puis ça fait vraiment... ça installe plus le nom et la légitimité de designer, parce que toujours le truc de légitimité, moi qui n'ai pas fait d'école, tout ça. Comment tu le vis ça d'ailleurs? C'est ok, mais non, il n'y a aucun problème avec ça. Non, mais au début, c'était... Au début, surtout quand tu marches pas, oui, c'est sûr, tu as un peu ce syndrome, ce complexe-là de l'imposteur. Ouais. Mais ça va, j'ai appris à le gérer, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu as toujours la pression quand même que les gens se lassent, mais ça, c'est forcément, ça, c'est le fait de se remettre en question, ce qui, je pense, qui est très important. Après, en même temps que même avant que Monoprix, au niveau des distributeurs, il n'y a pas que Made in Design, il y a The Future Perfect qui vient nous chercher aussi aux US. Il y a en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. C'est les gros distributeurs, les Milestone. C'est les gros distributeurs. En Afrique aussi. Ils font des commandes de combien? Ils font des grosses commandes on demande un minimum pour la première commande. Pour un distributeur, ouais. Et on commence à sélectionner parce qu'on n'a pas envie de... Ça fait vraiment qu'on commence à sélectionner. Oui. Enfin, on sélectionne. On sélectionne pour pas être non plus de partout. Ouais, ça, c'est aussi le risque d'en faire trop, de saouler les gens, d'être trop présent, parce qu'après, si c'est trop vu, c'est bien, commercialement, c'est cool, machin et tout, les réseaux, top et tout. Après, tu vas saouler les gens, quoi. Et du coup, t'es plus désirable. Il y a vraiment un juste milieu à trouver, et c'est là où on peut rebondir sur le lampadaire. On a arrêté la couleur verte. On a arrêté le lampadaire vert l'an dernier. Pourquoi ? On a dit, parce que c'était un objet qu'on vendait beaucoup et qui commençait aussi à bien rentrer, malgré, tu disais, 2900 €, ce qui est cher et pas cher, si tu veux, par rapport à... Et du coup, on le vendait presque trop. Et était trop accessible. Et après, quand un objet, comme tous les objets de design, qui perdent de leur charme, je vais pas les citer parce qu'il y en a plein, mais du coup, on a vraiment voulu le protéger parce que ça, c'est aussi le risque d'être trop vu, trop démocratisé et du coup moins désirable. Donc on a arrêté la couleur verte. On a arrêté ce lampadaire vert qui était le plus iconique, sans prétention à notre échelle, entre guillemets. Mais du coup, on a voulu le protéger. Et du coup, se protéger aussi, nous. Et comment vous avez pris la décision On réfléchit, on en a discuté et on l'a fait. Non, mais tu te coupes quand même... Tu te coupes d'un chiffre d'affaires de ouf. Ouais. C'est gros risque quand même. Mais parce qu'il y a d'autres choses qui marchent, parce que c'est pas... Mais c'est quoi, ils faisaient 50% du chiffre? Non, quand même pas 50%, mais quand même, c'était des beaux budgets, on le vendait quand même pas mal. On vendait pas mal, et en plus hyper reconnaissable. Toi, tu le vois de loin, une fenêtre, tu le voyais, quoi. Tu le vois. Tu voyais chez les gens, à halluciner. Et donc, du coup, on voulait remercier aussi les clients qui l'ont acheté, et faire comprendre aussi qu'il y avait une fin à tout, quoi. Voilà. La scarcity. Donc, ça, c'est important pour se protéger. Donc, on revient après. Excuse-moi, on a encore fait un écart. Bon, les distribs, voilà. Les galeries. Parce que du coup, on est rentré dans plusieurs galeries. On a créé des collections avec des galeries. On est rentré au Mobilier National avec des pièces. Mobilier National. Ouais. C'est fou. Ouais. Tu rentres dans l'histoire, là, c'est cool. Ouais. Mais même avec Monop, en quelque sorte, tu rentres dans l'histoire parce qu'un jour, l'histoire des prises uniques, tout ça. Enfin, vu le nombre de pièces qui a été diffusées, ok, il y en a qui vont être jetées, il y en a qui vont être revendues, mais ça va rester à un moment donné. Et ça, c'est marrant de savoir que tes pièces vont rester. Bon, de toute façon, maintenant, nos pièces, on les a quand même, on les vend assez, donc il y en a quand même certaines qui vont rester. Je me dis que le lampadaire, il va résister, quoi. C'est sûr. Enfin, j'espère, en tout cas. C'est fou, hein. Et l'année d'après, donc 2024, Monoprix. 2025, Heineken. Heineken. Ouais. Vous avez fait quoi avec Heineken? Mais ça, pas tout le monde a compris pourquoi on l'avait fait. Ouais. Mais nous, on s'est éclaté. Alors, expliquez-vous. On a pu brasser notre bière. Heineken est venu nous chercher en nous proposant une collaboration qui, à la base, était plutôt sur du design, sur de l'objet, sur du verre, sur la carafe. Et qui, au final, est allé... On a poussé le truc et, au final, est allé sur le brassin. Et on a pu co-créer avec le Master Brewer Willem. Willem, trop sympa ce gars. Ouais, génial. Hyper intéressant, un ancien ingénieur agronome. Et on est allé co-créer la bière là-bas à Amsterdam, parler, déguster, dire tiens on veut ça, ce type de houblon. Trop sympa. Ok. Et donc vous avez fait, donc c'était le plateau, c'est ça?
On a fait plateau. En fait, nous, on a co-créé la bière, on a designé la canette, avec des contraintes, bien évidemment. On a fait un plateau, on a fait un verre, un dessous de verre. Et voilà. Et c'est pareil, ça vous tombe comment ça vous tombe dessus? Ils nous ont contactés. Un petit email au mois d'août. Trop sympa. Au mois d'août, certainement. Ouais, sûrement. Ouais. Après, on a pensé la com autour avec le photographe Guillaume Blott, qui a fait le livre Les Routiers, qu'on aime beaucoup. Là, c'est pareil, ça vous met sur la carte monde, là, pour le coup. Parce que Monoprix, c'est très franco-français. Oui, mais alors, pour le coup, c'était une collab que française. C'était pas collab monde. C'était pas collab monde, mais ça a résonné quand même un peu. Un petit peu, ouais. Mais après, il y a aussi, encore une fois, c'est aussi un risque de faire des collabs avec des marques comme Heineken. Très populaires. Qu'on nous range dans une case populaire. Mais à côté de ça, en fait, on a envie de faire des choses qui nous plaisent. On a envie de dire oui à des gens où les projets sont excitants. On a dit non à 50 personnes pour dire oui à Heineken, quoi. C'est comme si tu fais une collab avec Coca-Cola, tu vois. Ouais. C'est un choix. Après, par contre, tu fais une collab avec Heineken, peut-être que c'est sûr qu'une grande marque de champagne ne va pas venir te voir. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant pis. Enfin, nous, on voit pas... Au bout d'un moment, tu vas pas aussi, à un moment donné, il faut faire des choix et tu vas pas attendre ton truc de rêve et attendre que la marque de tes rêves vienne te chercher. Il faut avancer déjà avec des trucs intéressants et faire évoluer. En fait, on est amateurs de bière aussi, on adore ça. Ouais. Et de pouvoir. Non, mais de pouvoir. Parce que la Heineken, moi, c'est pas une bière que je bois et que j'apprécie particulièrement. Mais de pouvoir boire dans ma canette la bière que j'ai créée, je trouve ça génial, en fait. Et la servir au bureau quand il y a des collègues qui arrivent. Ah, ça, c'est classe. J'ai fait boire à un journaliste belge, là, Tige, quand il est venu là, de sa bateau. Il me dit, tu sais que moi, normalement, un belge, il boit pas de Heineken. J'ai dit, mais ça va, tu peux la boire, celle-là. Et il a bu, il a bien aimé. Ouais. Et c'est vous qui avez choisi le brassage, enfin, le goût quoi, de la bière. Ouais, les blancs avec une petite pointe de sel de Camargue et tout. On a un côté un peu... Trop bien. Est-ce que c'est une blonde c'est une lager. Style pale ale, c'est pas une pale ale parce qu'ils peuvent pas faire de la pale ale, ils sont obligés de faire de la lager de par leur process de fabrication. Mais c'est style pale ale. Et c'était la première fois qu'ils faisaient une collab comme ça en fait. En fait ils ont le lab, non comment ils appellent ça? Je sais plus. Le studio. Et ils commencent à faire expérimenter, etc. Et du coup, on était les premiers donc à lancer ce studio à Heineken. Ils en ont fait d'autres derrière? Normalement, pour l'instant, ils vont enchaîner. Mais ils sont censés enchaîner avec ils ont d'autres arrêté personnalités. le projet. Mais tu vois, ça, c'est avec nous, c'est trop le passé. Trop compliqué. Non, mais tu vois, ça, c'est vraiment quand je te disais de continuer à faire évoluer le métier, des trucs enrichissants de rencontrer. Et je trouve que c'est des choses géniales, inhérentes à notre métier, que, en fait, tu as des projets comme ça qui arrivent. C'était pas la collab monde, on n'aura pas refait tout leur set, on n'a pas refait la canette entièrement, tout ça, même si peut-être qu'un jour on le fera, ou avec d'autres marques. Mais c'est quand même des projets intéressants, tu vois. C'est vraiment où tu te dis, ils sont venus me chercher pour faire ça, c'est cool, quoi. Et il y a d'autres projets pareils en cours qui... J'aime bien parce qu'en fait, t'es en perpétuel renouvellement, quoi. C'est quoi les prochains projets? Tu peux pas en parler, peut-être? Non, il y en a qu'on peut pas parler. On peut dire Marseille. Joule. Si, on a dit qu'on pouvait en parler. De quoi? L'aéroport. On a un projet avec l'aéroport de Marseille. C'est cool. On a une enceinte aussi en cours. Une enceinte audiophile, hyper cool. Avec notre copain Mid. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a aussi Après, nous, on a plein d'objets. On a toute notre collègue qui va évoluer. On a tout un. Il y a une collab à venir, mais ça, on peut pas pour l'instant en parler. Mais il y a une collab. 2-3 même. Donc là, vous multipliez les collabs. Il y a un peu d'intérieur aussi qui va arriver. Pas forcément, mais en fait, vous répondez aux opportunités. On répond là où ça nous plaît. Vraiment là où ça nous plaît, là où on a envie d'aller. C'est cohérent avec votre... C'est là où on peut... En fait, il y a des super marques qui nous ont approchés, mais où moi, j'arrivais pas à être créative, on n'arrivait pas à se projeter. Donc, en fait, signer pour signer, ça n'a aucun intérêt. Il y a des projets qu'on prend où on se dit pas, tiens, on fait ça pour l'image, on fait ça pour le plaisir, en fait, ça va nous procurer nous. Et puis, encore une fois, rien n'est acquis. Actuellement, ça fonctionne. Il y a des gens qui viennent nous voir, des belles marques qui viennent nous voir, qui nous proposent de l'argent. Il faut en profiter. Il faut pas être snob et dire ah non, pas du tout. Enfin, on a déjà beaucoup de chance. Il faut relativiser et c'est super. Ça fait que maintenant 5 ans, 6 ans que ça fonctionne. Ouais, c'est fou. Mais c'est déjà génial. Surtout après avoir galéré avec ton premier projet. C'est quoi la vision là? Comment vous projetez? C'est quoi votre rêve? Ça continue comme ça tout le temps, on est bien. Qu'on continue à être surpris, qu'on continue à avoir des projets intéressants, qu'on continue à être libre. Encore une fois, je ne suis pas du tout fermé à l'édition, mais le fait de notre édition
Une partie, ça nous permet de faire un peu ce qu'on veut quand on veut. Ouais. Franchement, déjà, on a de la chance comme je disais, de travailler en famille, de continuer. On n'est pas submergé par le travail, on vit quand même agréablement. On a une vie qui est bien, on peut s'occuper de nos enfants, continuer à évoluer. Et attention, tout en ayant beaucoup d'ambition. Vraiment, on va continuer, on va pousser, on va pas s'arrêter là du tout. Mais en même temps... C'est quoi vos modèles ? Je sais pas, il y a pas vrai. En fait, il y a plein de modèles, mais mes modèles, moi, c'est les grands explorateurs du 20e ou des mecs comme Cousteau ou quoi. Moi, ça, c'est mes modèles, ça, c'est ces grands hommes que j'idéalise. Mais après, Mélissa, elle a envie de dire, vas-y, dis. Non, non, en fait, moi, j'aimerais bien le management, le salariat, les grosses structures, moi, ça me fait un peu flipper. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y a Axel, Emeric, moi, et on a Romain qui travaille avec nous. Et vous êtes que 4 ? On est que 4, ouais. Après, on fait tout, en fait, pour l'instant. Et on sous-traite quand il y a des projets. Et enfin, je dis pour l'instant, mais si ça pouvait rester comme ça, c'est super. C'est facile. Ben, on perd pas d'énergie à régler les problèmes des autres. Tout est en confiance. On travaille en conscience. On n'a pas de soucis, en fait. On a personne à manager. Comment c'est possible, ça ? Parce que déjà, la fabrication, vous la sous-traitez. Sous-traite. Donc ça, c'est bien, parce que la sous-traitance, à la différence de quand c'est tes gars, ça va pas. Tu dis, je suis désolé, ça va pas. Je le rechange. Ça marche pas, on change, on refait. Et tu le payes pas. Ouais. Que quand c'est ton gars, et, ça va pas, il refait, mais tu le payes quand même. La logistique, c'est moi qui la gère, mais c'est sous-traité via des transporteurs, des sociétés, tout comme ça. Mais par contre, c'est encore moi qui la gère. C'est votre entrepôt. Enfin, ça part de chez vous, ça part toujours de chez nous, parce qu'on contrôle quand même les pièces, c'est important quand même. Ouais. Il y a une dimension toujours. Les pièces restent artisanales, même si elle est semi-industrielle. Mais quasi toutes les pièces passent entre ses mains. Non, mais... Elles sont fabriquées où ? Elles sont fabriquées en Europe ? Toute France, même très proche d'ici. On a juste le cintrage qui est fabriqué au Portugal. Donc il y a toujours une partie artisanale dans toutes les pièces. Ok. Même un lampadaire modulation, elle passe entre les mains, on regarde, on vérifie et on l'électrifie. Donc en fait, c'est électrifié chez vous. Ouais. D'accord. Ah, donc il y a encore une grosse partie d'artisanat chez vous. Ouais, on les voit, elles passent par chez nous les pièces. Ok. Mais, et ça, c'est une vraie volonté aussi d'être léger en termes de structure, aussi de parler... Profit first. Avec, exactement. Ouais, mais oui. Mais c'est bien. Ouais. Parce que tu peux résister aux vagues. Bien sûr. Tu peux te concentrer sur l'essentiel, sur là où t'es bon, ne pas perdre de temps sur des gestions de problèmes qui sont pas censés être là. Et ça aussi, je l'ai capté aussi avec l'expérience aussi de mon père. Encore une fois, j'en reviens avec le truc de vouloir trop grossir, trop évoluer, avoir des employés, faire, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment le biais de nos ancêtres, c'est qu'il y avait ce côté... labeur. Il faut... Et labeur, à être obligatoirement très tôt au travail, rentrer tard à 8-9 heures, et avoir des employés, être gros, faire du CA, quoi. Et à la fin, il en restait pas grand-chose. À la fin, tu te tues pour rien. Ouais. Et tu tombes malade. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, vous, ça ressemble à quoi votre rythme de vie mais explique-moi comment vous arrivez à... Parce que j'imagine que vous faites quand même un peu de chiffre d'affaires. Vous avez combien de revendeurs aujourd'hui ? Je sais pas exactement combien on en a. 20, 30, 40, 20. 50, vingtaine, Après, il y a pas mal de... 20 hors galerie. Après, il y a pas mal de ventes qui passent en direct. Sur le site. Ou via les archis aussi. On a de la chance, on est beaucoup aussi prescrits par les archis. De plus en plus. De plus en plus. Et ça, c'est cool. Parce que vous m'avez dit qu'on parle pas du chiffre d'affaires, mais c'est en termes de volume de chiffre d'affaires, c'est quoi ? C'est en centaines de milliers, en millions, etc. Non, on n'est pas à plusieurs millions. Ouais. Ça reste une petite structure. Ouais. Et comment vous arrivez donc à... Ça ressemble à quoi vos vies, votre quotidien ? Il est jamais le même, et c'est ça qui est ultra important aussi. C'était ma plus grande angoisse. Il est quand même vachement conditionné par les enfants. Par les enfants, forcément, comme tout parent qui s'occupe de leurs enfants. Ça commence avec un petit déjeuner avec les enfants et les amener à l'école déjà. Ça, c'est sûr. 8h30. Et après, on n'a pas le même rythme tous les deux. Moi, je vais déposer les enfants et je suis au bureau à 9h. Ok. Et je gère toutes les choses, c'est beaucoup d'emails forcément, de gestion d'envoi, de machin, de faire des réunions, de un peu dessiner, un peu, pas assez. Un dixième. Mais de gérer un peu tout, quoi, les commandes en cours, les appros, tout, et en même temps tu vas voir assez les libre. Voilà, on va récupérer des pièces, on va ou soit moi, soit Romain, et en même temps aussi on peut aller prendre 1 ou 2 heures pour aller faire du sport. Tu fais du sport, toi ? Ouais, je suis trop excité, moi, sinon. Ça, il faut que je me canalise. Ouais. Vous faites quoi comme sport ?
Moi, je me suis fait mal au genou. Je faisais beaucoup de nage, ça je continue, et de l'escalade, mais je me suis fait mal au genou l'an dernier, donc je me suis mis à boxe anglaise. Okay. Un super club à Marseille, là, et je me régale. Trop bien. Ça me cadre aussi, moi qui n'ai pas trop de cadre. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est difficile, parce que moi je suis très excité, je suis très... volubile, ouais. Je fais beaucoup de rugby aussi avant, mais en fait j'ai envie de tout faire. Je suis très curieux de tout, et je suis content d'avoir trouvé ma voie là-dedans, parce que sinon je ne saurais pas quoi faire. Il y a tout qui me passionne, je trouve ça hyper intéressant, la musique, la littérature, l'art, la peinture, tu vois. En fait, je trouve que tout est passionnant, tant que c'est un métier qui est particulier, il y a une petite patte où tu peux t'exprimer. Il te fatigue pas trop, là? Je me fatigue tout seul en faisant du sport, du coup. Je me fatigue tout seul. C'est bien qu'il aille au sport, ça. Ouais, vas-y, va courir. Voilà, et vas-y, je te laisse. Après, moi, je suis un peu comme lui. Moi, mon rêve, ça aurait été de pouvoir aller à l'école toute ma vie. J'adore apprendre. Donc, l'année dernière, j'étais encore à prendre des cours en psychologie. Et du coup, c'est vrai que moi aussi, je suis très curieuse. J'aime tout. J'ai envie de tout faire. Voilà. Ouais. Donc, pour le coup, ce qui est assez drôle dans notre couple et dans notre binôme, c'est que après, on a grandi ensemble, parce qu'on s'est mis ensemble, on avait 19 ans, donc on s'est un peu... on s'est formés, voilà. Auto-formé. Mais du coup, en fait, c'est qu'on est très similaires. On a un peu le même caractère, mais à côté de ça, on est hyper complémentaires. Donc, en fait, c'est assez fou, parce qu'en fait, c'est facile, quoi. C'est facile. Donc moi aussi je suis hyper excitée, mais je fais pas autant de sport que lui, mais je fais du sport aussi, je fais du pilates, je fais du yoga, je vais nager. Mais c'est vrai qu'on a... Et tu travailles aussi quand même, parce que tu te demandes ta journée, tu fais pas que du pilates, du yoga et nager quand même. Donc toi, ton quotidien, c'est quoi? C'est plutôt la partie commerciale, la compta? Tout ce qui est financier, compta, image. Ça c'est au projet, quoi. Ça, c'est au projet, mais puis direction artistique globale. Mais au jour le jour, tu fais quand même beaucoup, elle fait beaucoup d'administratif. C'est au jour le jour. Donc, quand il y a des projets, elle travaille plus sur ces projets-là. Quand il y a des projets, c'est moi qui vais faire tout ce qu'il y a autour. Donc, aller chercher un photographe, penser au set design, les mots, voilà. Et vous avez eu des coups durs un peu, des moments difficiles dans la boîte? Des galères? Des galères du quotidien. Des galères, il y en a tous les jours quand tu envoies un objet qui est cassé, mais il n'y a pas de... Non, je veux pas dire qu'il y a eu de grosses épreuves. Je pourrais pas trouver de grosses épreuves. Des fois, tu t'inquiètes parce que tu vends moins. D'un coup, tu dis putain, ça vend plus, je peux plus. Il y en a marre. C'est plus moi qui suis tous les jours sur les chiffres qui me dit Axel, là, on n'a pas... ce mois-ci, on est 14 et tout, comment on va faire et tout. Et en fait, après ça et d'un coup, ça se débloque. Et d'un coup, tu peux pas. Et c'est comme les objets, je sais pas. C'est comme les objets. Des fois, il y a un objet qui cartonne. Et après, tu le vends pas pendant 1-2 ans ou 6 mois. Et là, il a fait son retour. Et après, il fait son retour, t'en vends beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, on a de la chance. Ça fonctionne. Ça continue à fonctionner. Après, ça fait Mais aussi... des fois, ça fait bizarre. Quand t'es à la moitié du mois, tu te dis, putain, alors c'est pas... On va jamais fait le chiffre cette année. Alors là, on va ça fait 1 an qu'on est avec une agence de relations presse, Muse. Ouais, j'allais dire. Et ça nous fait du bien aussi, ça nous fait beaucoup de bien parce que on a une personne qui est extérieure, donc qui nous conseille même au niveau stratégie, qui a un autre regard sur la marque. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec Muse? Parce qu'on a commencé à quand même assez vrai, comme tu le disais, Explique, à faire beaucoup de projets, beaucoup de choses, assez larges. Pour qu'on ait quand même un discours clair, que les gens comprennent aussi, parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on faisait, avec toutes ces... Quand tu fais des collabs, des trucs comme ça, pour structurer un peu ce discours-là, parce qu'on l'a pas forcément pris pour la presse, pour avoir des trucs, même si elle nous en apporte. On a de la chance, on a toujours eu de la presse qui venait de manière naturelle. Mais c'était plutôt pour structurer un peu le discours et notre prise de parole. Ouais. Vous aider à structurer. On voulait pas apparaître pour opportuniste. Donc, on voulait vraiment pouvoir avoir une voix terrible et dire pourquoi on prenait ces projets, qu'il y avait vraiment qu'il y avait une réflexion, c'était et puis après sur tout ce qui est presse, c'est quand même ils sont allés nous chercher des couves, on leur a dit qu'on aimerait bien être peut-être un peu plus sur le marché US. Là on va avoir un super papier qui arrive dans le FT, dans le Team Magazine. On a fait un super shoot et tout. Donc là, pour le coup, la prise de parole est structurée. Le ton, elles nous ont écrit des choses qui
qui retransmettent ce qu'on est, ce qu'on veut dire. Fidèle. Et puis ça nous fait... c'est maîtrisé. En fait, cette personnes communication... en plus avec qui on peut parler, échanger, communiquer, échanger de manière stratégique. Et puis c'est leur métier. On leur balance tout, on leur balance sur WhatsApp, on lui dit tiens, ça, nouvelle pièce, tac. Ouais, mais hier, on a fait un point pendant 2h30, on leur montre tout ce qu'on fait, là où on en est. Et en fait, c'est un peu aussi un brainstorming qu'on a avec des personnes extérieures, mais en qui on a complètement confiance et qui nous aident à... Je dirais pas aller plus haut, mais aller plus loin en tout cas. Et ça fait du bien. Et qui comprennent bien le milieu. Et ça vous coûte quoi? Assez cher. Non, mais c'est un vrai investissement. Bien sûr, c'est une personne que tu payes à temps plein, c'est un salaire, hein. Mais clairement. Mais sauf que t'en as... Déjà, t'es pas content, tu peux partir. Tu peux leur demander de partir ou arrêter. Oui, c'est vrai qu'au lieu d'avoir un salarié chez nous, en fait, c'est comme si t'avais une... Et tu gères pas ces problèmes aussi, par contre. Il n'y a pas de management. Alors, qu'est-ce que vous avez compris du business? Si demain, j'aime bien poser cette question de manière très naïve, mais si j'ai envie de me lancer dans le design, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Comment le faire? Déjà, il faut arrêter de penser, juste penser, il faut les faire les objets. Parce que je vois beaucoup, ils pensent que tu as créé un objet, que ça y est, c'est terminé, il faut en faire, mais en faire. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Il faut faire, il faut être proactif déjà. Parce que dire je vais faire ci, je vais faire ça, non, il faut le faire, qu'il soit là. Avoir du vrai, du concret. Ça, bien se remettre en question. Et vraiment, il y a un truc, après, en tout cas, ça marche dans notre secteur, mais pour nous, c'est la légèreté, comme on voit, ne pas trop chercher à griller les étapes. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pas s'énerver. Et ne pas être trop lourd dans une structure légère, ça, c'est vraiment bien. La sous-traitance, encore une fois, c'est pas super pour les emplois, mais c'est quand même bien. Ouais, tu fais bosser chez les autres, c'est très bien. Voilà, on fait pas travailler en Chine. Hein. Et non, et puis franchement, j'ai pas de conseils à donner. Prendre du plaisir, non, c'est prendre du plaisir et être vrai, en fait. Ne pas se raconter d'histoire, ne pas vouloir. Ne pas partir d'un faux discours. Ne pas se créer un personnage et monter sa marque sur quelque chose de fictif. Non, mais il y a ce côté, je trouve, dans le monde du design notamment, je trouve que c'est encore plus marqué que dans certains secteurs, c'est ce côté un peu élitiste du design. Tu vois, les designers sont beaucoup plus mis en avant. Avant, tu avais 3-4 designers ultra connus de l'époque de Stark des années 90, et maintenant, tu as quand même un panel qui est ultra large. Et ça, c'est à la fois hyper démocratisé et un peu plus étalé, moins starifié. Tu n'as plus le grand designer star. Tu vois, maintenant. Stark. J'adore. Mais peut-être qu'on sera des futurs stars. Mais on est mis en avant. Il y a beaucoup de croisements maintenant. Musique, art, design, mode. Ça se croise. Bien sûr. Et en même temps, il y a tout ce truc des réseaux où il faut faire gaffe aussi, parce que c'est pas parce que tu as 400 000 followers que ça fonctionne. Tu passes ta vie, tu vois. En fait, il y a un juste équilibre, en fait. Et c'est pas évident de le trouver, mais... Carrément. Il y a vraiment un vrai juste équilibre. Après, j'ai pas de conseils précis à donner. Moi, je suis. Après, c'est beaucoup l'humain, les rencontres. Et toi, d'ailleurs, Mélissa, ça te gêne pas de pas avoir ton nom dans le nom de la marque? Parce que t'en fais autant. Enfin, c'est. Oui. En fait, il a collé son vieux nom. Là, son vieux Pourquoi ça s'appelle pas Chez? Pourquoi mon vieux nom, il est vieux? Non, mais parce qu'en fait, maintenant, c'est devenu une marque. Et en fait, je trouve que stratégiquement, ça marche bien. Il y a 4... Enfin, tu vois, Axel, Chez... C'est visible. Ça marche vachement bien. Et puis c'est incarné. Et c'est incarné, voilà. Et encore une fois... Mais c'est bien que ça soit fonctionne. Lui. C'est bien qu'on voit une tête. Moi, mon objectif, c'est pas je veux pas être connu. J'ai pas envie qu'on me serre la patte. Tu vois, je m'en fous. Mais je vois que ça fonctionne, donc il faut en profiter. Bien sûr. Non, mais puis c'est surtout que ça lui va vachement bien, parce que il aime bien rencontrer les gens, il aime bien parler. Moi, j'adore parler avec les gens, rencontrer. Moi, c'est un truc. Elle en a vite marre, elle est vite saoulée. Moi, j'adore, je me regarde. Elle aime pas les gens. Non, j'aime pas les gens. Si, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est moins. C'est mon tu vois, là, on a toi. fait Matter in Shape. Ouais. Alors, Matter in Shape, c'est quelque chose, Matter in Shape. Ouais, c'est quelque chose. Attends, je reviens juste au nom. C'est vrai qu'il y a un moment aussi, quand mon frère, avant que Mélissa rejoigne, il y avait mon frère. Et du coup, on a eu cette réflexion-là. Ouais. Parce que lui aussi, il voulait avoir un peu de lumière. Oui non, et non. Mais il voulait mais en fait, la reconnaissance se fait de par nous et le plaisir qu'il prend au travail, d'avoir la chance de travailler à son rythme. Et on en a parlé. On a déjà discuté de ça, que ce soit Axel Chez, en effet. Ouais. Bon, déjà, à la base, c'était moi. Mais ça, je m'en fous. Moi, on peut changer. J'ai pas de problème avec ça. Non, mais en fait, on a vu que ça fonctionnait comme ça.
Et on a réussi à créer un petit truc comme ça, donc autant capitaliser sur ce qu'on a créé. Même les gens maintenant, quand ils viennent sur un salon, ils ont envie de voir Axel Shape. Ouais, bien sûr. Nous, on fait partie de la boîte, on est tous les 3 associés, donc voilà, on donne autant d'énergie chacun, mais le visage, c'est Axel Shape. Ouais. Et nous, ça nous va très bien. Ça tend à évoluer quand même beaucoup. Oui, maintenant, on nous voit plus, même à chaque fois qu'on fait quelque chose, Aymeric, il est... regarde, tu vois, t'as pas invité qu'Axel Shape. On le propose tout le temps. Tu aurais fait chier sinon. Non, mais j'ai trouvé ça cool. En fait, pourquoi j'ai fait les deux Non, mais c'est bien. Entreprendre en famille. Ouais, il y avait ce côté, je trouve que c'était intéressant d'avoir le couple. Et j'aime de plus en plus avoir les deux cofondateurs, etc. Parce que c'est encore plus riche comme discussion. Non, tu as raison. Puis ça permet de bien comprendre la dynamique. Ouais. Mais du coup, non, enfin, moi je trouve que la marque est forte comme ça, qu'il faut pas en changer. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ah, mais toi, c'est. Puis même nos copains en archi, même à la presse. Bien sûr. Mais ça, faudrait te mettre plus en avant. Ah, mais on te voit pas, on t'entend pas. Bon, là, je pense qu'on m'a bien vu cette dernière année. On t'aura bien entendu là aussi. Ouais, je parle beaucoup. Ouais, putain, tchatch. Mais Matter and Shape, Matter and Shape, par exemple, tu vois, on sait. Pourquoi vous avez fait Matter and Shape et pas un autre, etc. Vous aviez fait d'autres salons avant? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Mais parce qu'il y avait cette collection aussi. Il y avait cette collection. Le pire, c'est qu'on n'était jamais allé à Matter and Shape avant. Non. On l'a fait sans connaître. On avait fait le pad. Via des galeries. Via galerie. Mais en fait, je sais pas, on a pensé que c'était le bon salon au bon moment pour la bonne collection, pour ce qu'on avait envie de présenter, pour notre prise de parole. Ouais. Et alors, c'était un succès? Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien, ouais. Vous avez vendu? Ouais, c'est la question relou, ça. Alors, t'as vendu? Tous les jours sur le salon. Alors, ça vend? Alors, ça vend un peu. T'as vendu ou pas? Ouais, j'ai Et c'est vrai que tu vends pas, en fait, sur le salon. C'est pas après. Pas pour vendre. Après. Par contre, on a vendu après. Et on a vendu des variantes, beaucoup de variantes. Mais par contre, c'était très sympa. On a rencontré des gens hyper intéressants parce que c'est très varié. T'as les journalistes, ça, je vais pas me plaindre, hein. On va pas se plaindre, mais c'est dur, c'est épuisant. Et moi, par exemple, j'ai très mal vécu. Ça, elle en pouvait plus. Moi, je l'ai très mal vécu. T'es debout toute la journée. T'es debout, ouais. Si tu parles à 200 000 personnes. Non, mais déjà, on a décidé. Tu reconnais plus personne, tu passes pour un connard parce que tu reconnais plus après, tu arrives plus. Ouais. On a décidé d'être présent sur le stand. On aurait pu dire à Romain ou. Le commercial. Ouais. Un commercial. Romain, c'est le commercial, c'est ça? Romain, il bosse avec moi, en gros, si tu veux, c'est pas mon assistant, mais il bosse avec nous, quoi. Mais du coup, on a décidé d'être présent parce que je trouve que justement, la marque est incarnée par Axel et que c'était indispensable qu'il soit là. Les gens sont venus, ont reconnu le travail, etc. Et ils étaient contents de pouvoir lui serrer la patte et de pouvoir parler avec lui. Bon. Donc, c'est très bien qu'il soit là. Bon, moi, du coup, j'étais là en bac, mais moi, je l'ai mal vécu. J'avais l'impression de jouer un rôle, de m'être mis dans... J'étais pas bien. C'est pas mon truc, quoi. Voilà. Lui, il était à l'aise comme un poisson dans l'eau, quoi. Toi, t'es peut-être plus, comment on dit, Pourtant, j'ai fait de la vente, j'ai été commercial et tout, mais je sais pas là, c'est pas. C'était pesant pour toi. Ouais. En plus, c'est fatigant. Forcément, tous les soirs, on était à Paris avec des potes, donc on faisait l'apéro et tout. Tous les soirs, on faisait des choses, quoi. Il y avait Matter and Shape et après Matter and Shape. Tu vois, tous les jours. Bien sûr. Et j'étais mieux après, moi. Et sans les enfants, par contre. Ouais, on a eu de la chance. On a de la chance que ma mère, elle les a gardés ou ses parents les gardent. Ouais. Ça, c'est cool. On peut se permettre de se faire ses respirations, même si on respire très bien avec nos enfants. Mais c'est quand même bien de ne pas. Tu m'as pas dit ça off micro. Ça fait. Qu'est-ce que vous feriez différemment dans cette histoire-là? On garde tout. Rien. Ouais. Rien. Franchement, j'ai pas de. C'est une belle histoire. Même les erreurs, c'est pas grave. Ça permet. Vous les avez encaissées. Ouais. Change rien. Change rien, ça permet de comprendre. Franchement, les erreurs, c'est bien de faire des erreurs. Il faut faire. Mais si tu fais pas d'erreurs, c'est que t'as rien fait. Ouais. Bah oui. Donc franchement, les erreurs, même les mauvais choix, il y a pas vraiment, il y a rien à changer. C'est cool. Trop bien. On verra. Après, peut-être que dans 10 ans, je te dirai pas la même chose, ou dans 5 ans. Mais non. Après, c'est vrai que là, tout à l'heure, tu nous demandais qu'est-ce qu'on avait envie de faire, donc ou comment on voyait la marque évoluer, quel serait le projet un peu dingue, ou on aimerait s'exprimer, tu vois, à l'échelle encore d'un lieu, peut-être d'un hôtel, et de pas penser juste un bar-restaurant, mais de penser un lobby, un espace bien-être. Même dans le retail aussi, il y a de quoi s'éclater, il y a plein de choses. Il y a encore plein de choses à faire. En fait, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas faites, et vu qu'on a envie de pouvoir s'exprimer sur... que tout nous intéresse, on aimerait bien... s'exprimer plus largement à une autre échelle. Carrément. Pas que nos meubles, quoi. Mais ça,
Après, ça arrive au fur et à mesure. Hein, mais... Moi, c'est un truc que j'ai compris récemment, que c'était une forme d'expression. Parce que j'adore la littérature, tout ça, mais par contre, je suis mauvais, tu vois. Ouais. Je trouve ça fabuleux, la manière comment les auteurs arrivent à raconter des histoires. Pareil, les musiciens, je trouve ça fabuleux. Ouais. Moi, je suis nul, j'ai aucune notion de musique, mais par contre, je vis en musique, j'adore la musique. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être ma forme d'expression, de pouvoir exprimer sur quelque chose, dire, tu vois, créer une ambiance, créer une atmosphère, créer une sensation avec une pièce, quoi, ou plusieurs. Et c'est bien de se rendre compte des fois, tu sais, c'est des petites choses, des fois tu prends du recul, comme après tu captes pourquoi ça a marché, pourquoi, et en fait, il y a plein de choses qu'on comprend au fur et à mesure, quoi, mais de manière assez naturelle. Trop bien. Moi, je sais pas si c'était clair, mais... Non, ça sert à faire, on regarde tout. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vouliez aborder qu'on n'a pas forcément abordés? Si, peut-être travailler en couple, c'est un peu... Bon, on enfonce une porte ouverte, mais bon... Vous tapez dessus. Travailler en famille, on a parlé récemment avec Constance de The Socialite Family sur ce sujet. On avait fait une petite conférence sur entreprendre en famille. Et tu sais ce que c'est? Ouais, c'est la merde. Non, je plaisante. Nous, on trouve ça, mais en fait... Nature. C'est facile. En fait, pour moi, le mot, c'est la confiance. Ça veut dire que tu peux... chacun travaille de son côté. On regarde pas qui fait quoi. On passe pas derrière l'autre. Les choix... Enfin, il peut choisir. Il n'a pas besoin de moi pour spécialement valider quelque chose. De toute façon, je vais souvent à l'opposé de ce que tu me dis. Ouais. Bon, dans tout. Non, mais vous êtes d'accord sur tout? Oui. On a des divergences, mais c'est normal. Dans la finalité, oui. Non, mais ce qui est difficile, c'est quand tu as deux créatifs. Toi, tu es assez créatif, finalement, quand même dans ton approche. T'aimes la création. Oui. Elle est créative au sens large. Ouais. Elle va pas pousser le truc. Elle va impulser une idée. Par contre, des fois, ce que je reproche, je dis, mais dessine, je comprends. Tu vois, elle est très large. Elle va pas pousser le... Toi, t'es dans le détail. T'es dans le dessin, lui, dessine. Oui, dessin, dans le vrai. Ouais, il y a une idée. Moi, je lui dis, j'aime bien ça. On donner des moods, mais ça veut rien dire. Ça. Mélange-moi tout ça et fais-moi quelque chose. Des inspi, tu vois, mais ça veut rien dire. Ah ouais. Mais moi, dans ma tête, je t'ai donné... Mais ça veut rien dire. Moi, dans ma tête, ça veut dire quelque chose, mais c'est juste que j'arrive pas à le concrétiser, tu vois. Je comprends. Mais bon, on y arrive, hein. Oui. Et puis, dès qu'il crée une pièce, ça passe par Emmerich, ça passe par moi. Je dis non, là, les gars, vous êtes peut-être allés un peu loin. Non, mais on en parle, même on le montre aux potes, tu vois, on en parle tout le temps, on est très ouvert là-dessus. Et comment on fait un banger, alors? Comment on fait un banger? En fait, tu soudes, tu meules, tu vas voir en peinture. Non, il n'y a pas de recette, sinon ça serait... Sinon, on serait ultra riche. Sinon, on serait riche, je vendrais des livres au lieu de sinon, ce serait mieux, tu vois, on merderait moins. Enfin, pas sûr, je sais pas. Mais comment on fait un banger, je ne sais pas. En tout cas, en s'écoutant et en faisant des choses qui te font plaisir et dont tu as envie. Pas pour faire plaisir aux autres. Et pas pour être... C'est vraiment de faire le truc pour toi, qui te ressemble. Ouais. Et ben, tant mieux si ce qui me ressemble plaît. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien. On finit sur ces mots. Peut-être pour transmettre le relais. Qui souhaiteriez-vous entendre dans The Bold Way? Jacques Cousteau. Jacques. Il est mort. Ouais. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien entendre mon copain Julien Uchronia. Je sais pas si tu l'as pas jamais... Uchronia. Ouais, tu l'as jamais interviewé? Non. Très bien. Ah bah oui, il y a des choses intéressantes à te dire. Bah ouais. Tu te marres aussi. Il est rigolo. Parfait. Merci beaucoup. Longue vie à vous deux et à Axel Chay, à la marque. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. Ouais. Salut. Salut. Ciao. Bisous.